spoiler, je suis professeur de PS, donc tout va bien. Mais du coup, c'est quoi les débouchés en vrai quand tu fais STAPS? J'avais la double casquette en fait. Je Ok. coachais en club et j'étais athlète. Que tu essaies de repérer, du coup, on va dire les talents pour les emmener à Athlée 91. Le sport ne sont pas les valeurs de l'EPS. Comment t'arrives à être du coup coach sur longueur et triple à Athlée 91? Il y a tellement un vivier incroyable en région parisienne et Ça se passe comment en vrai quand tu veux être coach? Il y a des entretiens, on te teste sur ta manière de coacher. là où j'avais à Nantes peut-être un ou deux athlètes qui pouvaient prétendre au championnat de France facilement, j'arrive à Évry. Moi, j'ai un exemple du coup dans mon groupe où je trouve que l'athlète a beaucoup de talent, mais en fait, il n'utilise pas son talent pour progresser. Moi, je prends très peu de part dans la progression. Pour moi, allez, laissez-moi 10-15%. On a fait des petites recherches, on a vu aussi que tu fais du stand-up. French Track Show. Bienvenue pour ce nouvel épisode sur French Track. Désolé. On peut la refaire. Oh, tu peux, c'est pas grave. Si, mais refais-la. Vas-y. Bienvenue sur ce nouvel épisode. Nous accueillons ici Alex. Bonjour. Bonjour. Du coup, qui est coach Athlée 91 en saut et en triple. C'est ça. Donc Alex, merci d'être là. Merci à vous de m'accueillir. Et on te laisse un peu te présenter brièvement. Ouais, bah, moi je suis donc Alexandre Cottineau, j'entraîne depuis à peu près 6-7 ans à Athlée 91. Des athlètes sur saut en longueur, triple saut, quelques-uns sur des projets sprint, mais c'est très léger. Et, et voilà, ça fait à peu près 10-15 ans, ouais, à peu près 15 ans que je suis dans l'athlétisme au niveau de l'entraînement. Ok. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et puis voilà, on va en discuter un peu. Ok. Bah du coup, première question, comment du coup le sport est rentré dans ta vie? Alors, ouais, le sport de manière générale, il est rentré moi un peu tard, dans le sens où j'ai pas fait beaucoup de sport avant la sixième. J'y suis rentré grâce au collège, en fait, grâce à l'association sportive, j'ai découvert l'athlé. Et bah, de l'association sportive, je suis rentré dans un club. Donc moi, j'étais à Nantes au départ. Et donc, club de Nantes, ensuite, sont arrivées les années cadets, juniors. Et pendant ces années-là, en fait, j'ai souhaité commencer à entraîner. Et du coup, bah, directement après, s'en est suivi la volonté de progresser dans l'entraînement, se former, et cetera. Donc, c'est un peu comme ça que c'est rentré dans ma vie, quoi. Du coup, t'as fait 12 sports ou t'as fait que athlé et après tu t'es dit, ok, je vais faire coach athlé. Ouais, donc athlé. Que athlé, ok. Direct athlé, T'as ça pas m'a intéressé les autres bah, en fait, je pense qu'au départ, je me suis dit: «J'aime ça, ça fonctionne, Hmm. donc j'y vais, quoi». J'aime faire les choses, à fond quand ça fonctionne, donc du coup, j'y suis allé. Maintenant, je m'intéresse à d'autres sports parce que, bah, j'ai un autre regard forcément, mais au départ, je suis foncé tête baissée dans l'athlé et c'était pas trop une mauvaise chose, je pense, Et donc du coup, qu'est-ce qui t'a attiré dans l'athlé? alors ce qui m'a attiré dans l'athlé, au départ, c'est, bah, bizarrement, c'est le fait, d'être en équipe. Parce qu'en Ok. fait, je l'ai fait donc avec le collège et c'est le fait de passer des moments en compétition, à essayer à retrouver les mêmes gens de compétition en Hmm. compétition. Donc ça, c'est la première chose qui m'a intéressé. Deuxième chose, c'est, le fait d'avoir la performance immédiate. Ok. Dans le sens où voilà, tu cours, tu as ta perf, tu sautes, tu as ta perf et ça, c'est quelque chose qui était, incroyable, que tu savais directement où te placer et Ouais. voilà, on est dans une discipline, de performance, donc on est toujours, à essayer de se comparer et cetera, donc ça, c'est quelque chose que j'aimais bien et la gagne, la compétition. Bah ouais, c'est sûr que, enfin, là tu l'as dit, pour toi, l'athlé c'est un sport collectif, mais par rapport au regard que les autres ont sur l'athlé, ils ont l'impression que c'est un sport individuel, t'es là, tu cours, bah tu rentres chez toi, mais sauf Mmh. que derrière, en fait, les entraînements c'est en groupe, tout le monde se pousse en groupe, et même en compétition, t'es pas tout seul, t'es avec ton groupe, Ouais. dans les tribunes ça crie ton nom, etc. Donc c'est bien que t'en parles. Ah, tu es porté, hein, tu es vraiment Ouais. porté en athlète. Et du coup, toi, t'es athlète? Alors, je fus et je le suis de temps à autre quand l'envie me prend. Mais non, non, j'ai été athlète pendant, quelques années quand même. J'ai arrêté en 2019 Tu parce faisais que, quoi? je faisais donc triple saut. Ok. Ouais, je faisais du triple à la base vraiment, sans forcément avoir essayé d'autres choses. Pareil, le triple saut dès le départ, voilà, je me rappelle 4e, 3e, je me suis dit: «C'est ça que je veux faire». Je sais pas si tu l'as fait aussi, mais du coup, quand collège, lycée, on faisait du pentabon. Ouais, alors non, j'ai jamais fait de penta au lycée. Ah ouais? Ouais, j'ai jamais fait cette Moi, discipline. c'était du pentabon qu'on faisait. Enfin, du coup, je me dis, ça se rapproche au Mmh. triple, mais du coup, je crois que c'est double. Enfin, le triple, c'est un. Bah, le triple, c'est cloche-pied, foulée et foulée pour aller ramener Ah oui, du coup, pentabon, c'est deux fois. et pentabon, en fait, c'est un cloche et ensuite 4 appuis, enfin 4 Ok. foulées.
Bah, moi, au 4 lycée, H. c'était du pentathlon, du coup, je pensais que c'était ça le truc. Ouais, ouais, non, c'est une discipline qui se fait beaucoup, au lycée, dans les disciplines athlétiques, mais non, j'y suis pas venu, par ça, en fait. J'y suis venu parce que, alors j'y suis venu parce que je faisais des équipes athlées OK. et beh, en pareil, hein, avec le NSS, j'avais aussi des compétitions en équipe et il fallait quelqu'un sur le triple Mmh. et je me débrouillais un petit peu et du coup, bah, on m'a mis dessus et j'ai adoré, quoi. Donc OK. j'ai continué. Et du coup, c'était quoi ta formation, bah, du coup, après le collège, lycée, tu t'es intéressé, pardon, à l'athlé. Qu'est-ce que tu as fait après, après le lycée? Bah, après le lycée, j'ai eu la chance d'intégrer le STAPS à Nantes. OK. J'ai bien la chance parce qu'on est tellement nombreux que c'était un tirage au sort à l'époque. Donc, j'ai pu intégrer ça et donc en gros, bah, avec l'objectif, de continuer à entraîner. Donc du coup, j'ai pu me former, par le biais du STAPS sur, bah, tout ce qui est un petit peu biomécanique et cetera et puis, à côté, l'objectif final du STAPS, c'était d'être professeur de PS. OK. Donc, là, spoiler, je suis professeur de PS, donc tout va bien. Donc en gros, j'ai un peu la double casquette, actuellement enseignant de PS, entraîneur en club, quoi. Mais du coup, c'est quoi les débouchés, en vrai, quand tu fais STAPS? C'est forcément prof de PS ou il y a autre chose? Ouais, non, en fait, il y a plusieurs débouchés. Ouais. Après, ça dépend des STAPS où tu es parce que voilà, à Évry, par exemple, où je suis, il y a pas forcément les mêmes choses qu'à Nantes. OK. En fait, il y a des licences, donc licence en 3 ans et tu as 3 types de licences. Moi, où j'étais à Nantes, tu avais, entraînement sportif, donc là, bah, OK. tout ce qui est coaching, prépa physique et Mmh. cetera. Tu as les licences éducation motricité, donc ça, c'est, vraiment, pour, tenter le concours de professeur de PS les années d'après. Et enfin, tu avais la licence, APA, donc ça c'est, activité physique adaptée, OK. voilà. Et non, tu en avais une dernière, pardon, c'était MS, donc management du sport. Donc ça, c'est pour tout ce qui Ah, est, OK. Ouais, en heu fait, il y a plein de choses par rapport à ce que tu veux faire plus tard, quoi. totalement, ouais. Ouais, ouais, il y a pas qu'un seul débouché en STAPS, c'est ça qui est bien. Et du coup, est-ce que ça se enfin, c'est à quel moment tu t'es dit que là, j'ai envie de faire ça, être coach? C'est quand tu as découvert du coup l'athlé, on va dire, collège ou, quand tu étais en STAPS et tu t'es dit: «Là, c'est là que j'ai envie d'être coach»? Bah, moi, j'ai commencé à coacher en lycée, OK. donc Ah oui, puisque ouais, tu peux j'avais la double casquette, en fait. Je OK. coachais en club et j'étais athlète. Je Du faisais coup, les tu 2. coachais le club de Nantes? Ouais, OK. exactement, j'étais à Nantes, j'étais au Stade Nantais Athletic Club, donc au SNAC et heu et donc en gros, bah, dans ce club, j'avais, plusieurs fois par semaine alors j'ai démarré par les tout petits, hein, Ouais. comme, ce qu'on fait généralement et ce qu'il faut faire d'ailleurs. Je démarrais par les tout petits, école d'athlé, benjamin et cetera. Puis pendant mon temps progressivement, bah, je me suis dit: «Bah, il y a des athlètes qui adorent le saut en longueur et le Mmh. triple. J'adore ça également, j'adore» et donc en gros, je me suis formé Mmh. pour pouvoir, bah, les entraîner correctement et de s voilà, étape par étape, j'ai commencé à avoir un petit groupe qui s'est formé et voilà comment l'aventure a démarré et puis ensuite, bah, il y a eu l'aventure Paris en deuxième arc de ma Et vie. du coup, comment t'es arrivé dans le club? C'est parce que tu connaissais des gens ou c'est parce que, bah, je sais pas, enfin, tu as posé un CV ou tu étais déjà dans le club en tant qu'athlète et tu voulais être coach, donc ils t'ont donné la possibilité de tester sur des petits? Bah, ouais, c'est la dernière proposition que tu as dit, c'est-à-dire que j'étais athlète dans ce club Ouais. et il y avait un besoin, en fait. Il y a toujours des besoins de coach dans les clubs, Ouais. tu as toujours des manquements, sur les coachs, surtout sur les catégories jeunes. Du coup, bah, moi j'étais p dispo. On a Mmh. vu que ça me plaisait parce que, bah, voilà, j'aimais bien de temps en temps à l'entraînement, booster les autres, essayer de leur donner, des retours et du coup, bah, ça m'a permis de devenir coach donc sur les écoles d'athlé poussins Mmh. et en fait, bah, j'ai voulu continuer donc j'ai pris après des moins de 16, et Ouais. cetera et je me suis un peu plus spécialisé par la suite, quoi. Tu te souviens de ta première séance? Ouais. Je m'en souviens, j'avais, tout noté sur un papier, l'ordre des Stressé? ouais, bah, je pense un petit peu quand même parce que, j'avais jamais pris, bon là aujourd'hui, c'est mon travail donc ça va, mais j'avais jamais été face à un public en fait. OK. C'est-à-dire le fait d'être, face à 20 personnes, qui attendent que ce soit toi qui maîtrises le sujet Ouais. et bah, du coup, j'avais tout noté sur un bout de papier, je me rappelle, l'ordre des gammes que je voulais faire, ma première situation, j'avais tout et de temps en temps je regardais quoi. Donc ouais, un peu de stress je pense, ouais, un peu de stress. OK, du coup, on peut dire ça s'est bien passé finalement? Ouais, Est-ce que tu as fait tout ce que tu voulais faire, sur ta fiche? ouais, j'ai réussi à tout faire. Après forcément, bah, il y a toujours des choses qui te prennent un peu plus de temps. En fait, tu arrives toujours globalement dans une séance, c'est, la gestion temporelle, la gestion du temps. Donc en Mmh. gros,
tu te dis, «Bon, bah, là, ça va durer, 10 minutes, ça va durer 20 minutes, ça» et en fait, tu arrives à caser ta séance d'1 heure et demie et au final, tu te rends compte que, bah, tu as passé trop de temps sur un truc, donc Ouais. ça décale tout ou alors, bah, il y a une situation où tu te dis: «Ah, ils maîtrisent pas encore, faut qu'on Mmh. la prolonge». Donc ouais, forcément, j'ai réussi à tout faire, mais c'était parfois un peu décousu, quoi. Ça ne C'était quoi comme type de séance? Tu as bah, considéré que c'était du coup, toute séance, première séance, c'était avec des tout petits, hein, donc c'était, échauffement, ensuite c'était, tu sais c'est avec vrai que les tu m'as dit c'était école ouais, Poussin? ouais, Colette les C'était poussins, quel donc âge? Colette les poussins, ils ont quoi? Ils ont, Ah entre oui, 7 oui, et 10 OK. ans, ça doit être ça. Il veut juste courir, quoi. Ah bah, ouais et puis, en fait, Écolette les Poussins, tu es sur de la formation, tu es Oui. sur de l'éveil, donc le but, c'est de leur donner envie, de les faire kiffer, donc tu passes beaucoup par du ludique, Mmh. forcément, donc l'idée, c'est qu'ils passent un bon moment, mais en même temps, c'est que toi, tu arrives quand même à leur donner les rudiments, de l'athlé, Ouais, donc bah, généralement, tu fais des ateliers, c'est ce qui se fait généralement, OK. c'est, voilà, il y a deux trois coachs, un atelier avec un tel, un atelier avec Alex, un atelier avec machin Mmh. et on tourne toutes les 20 minutes et c'est généralement ça qui se fait, quoi. OK, ça marche. Donc STAPS, tu as ta licence, tu es à Nantes, tu commences à Nantes Mmh. et après donc tu dis que tu arrêtes Nantes, Bah, alors après, j'ai fait 2 ans de master à Nantes. OK, Et avec l'objectif de passer le concours de prof de PS OK, et donc je loupe le concours la première année. OK, Fallait pas que ce soit si simple. ouais. Je loupe le concours la première année, donc je repasse une deuxième année à Nantes Mmh. et cette fois-ci je l'ai et du coup j'ai été muté à Évry parce que enfin en région parisienne dans un 1er temps. On est Mmh. sur le 2e arc du coup de la vie, d'entraîneur. En gros, il y avait pas de place forcément à Nantes pour être, OK. enseignant. Donc j'ai été obligé de venir, faire mon année de stage, parce que tu as une année de stage quand tu démarres en tant Mmh. qu'enseignant. Donc j'ai fait mon année de stage, dans la belle ville, de Évry. Donc j'ai découvert la région parisienne via Évry C'est marrant de et découvrir la région parisienne directement à Évry. voilà, il y en a qui le découvrent, dans d'autres villes, mais c'est bien, ça m'a mis directement dedans, Ah j'ai bah, découvert ça mais je pense que c'était la meilleure manière de découvrir la région parisienne parce qu'en fait, bon on en parlera peut-être plus tard, mais il y a tellement un vivier incroyable en région parisienne mmh, et voilà, là où j'avais à Nantes, peut-être un ou 2 athlètes, qui pouvaient prétendre au championnat de France facilement, j'arrive à Évry, tu as ouais. pléthore, il y en avait plein, c'était dingue. Il y en avait, pour un à Nantes, tu en avais 5 ou 6 en région parisienne et 5 ou 6 qui se rendaient pas forcément compte du potentiel, des capacités qu'ils avaient, quoi. Mais du coup, vu que toi, tu viens de Nantes et avec du coup, avec ton expérience, est-ce que tu trouves que la structure qui encadre la structure, par exemple, du coup, on va parler d'Evry, là, mais je sais pas si on peut le mettre sur l'Île-de-France, mais est-ce que les structures qui accompagnent, du coup, les athlètes, là, à Évry, est-ce que c'est différent de ce que tu vois à Nantes? Est-ce que c'est, on va dire, c'est mieux, enfin, je dirais pas que c'est mieux, mais est-ce que c'est différent? Les structures club? Oui, Je pense pas qu'il y ait de grosses différences. Moi, enfin, ça dépend évidemment de l'envergure du club. mmh, Moi, j'étais dans un gros club, on était à peu près 1000 athlètes, c'est le Nantes Métropole Athlétisme, oui, donc c'est un club assez conséquent. mmh, Athlé 91, c'est assez semblable, c'est des clubs avec des sections. mmh, Donc la structure est la même. Après, ce qui va changer, c'est, l'organisation en interne au niveau local, c'est-à-dire des différentes sections. OK. Chaque section a son fonctionnement, chaque section a ses athlètes différents, donc c'est toujours une manière de fonctionner différente. Voilà, le relationnel entre les coachs, pareil, il varie. Donc, j'ai vécu les mêmes soucis que j'avais à Nantes, à Évry. OK, ça marche. Voilà. Et du coup, bah, tu arrives à Paris, enfin, du coup, à Évry, pardon, Mmh mh. prof d'EPS. Moi, j'ai une vision de prof d'EPS que Mmh. tu as pas, du coup, dans la mesure où un prof d'EPS, c'est pas forcément l'archétype d'un prof d'EPS et cetera et bah, c'est pas toi, on va dire. Comment ça se passe, du coup, ta vie de prof d'EPS? Est-ce que tu prépares, du coup, on va dire, je sais pas si tu prépares des séances, en vrai, je sais Mmh pas mh. comment ça se passe, Ouais. mais est-ce que tu peux me raconter un peu la vie d'un prof d'EPS, Ça, c'est cool qu'on en parle, c'est très bien. En gros, bah, l'enseignant de PS, donc c'est un enseignant qui fait partie donc de l'éducation nationale. Mmh, Donc c'est pas comme tout le monde le dit, un vulgaire prof de sport, hein, un ouais, prof de ballon, prof de gym. L'idée de l'enseignant de PS, c'est de former, des citoyens, lucides, physiquement, socialement éduqués et OK. cetera. Donc
C'est ça l'objectif. L'idée, c'est pas de faire, les futurs LeBron James et les futurs Usain Bolt, hein, ça n'a OK. rien à voir. L'objectif, c'est, d'aller vers une pratique pour tous. C'est-à-dire, voilà, on a des élèves qui, dans la semaine, ont aucune, activité physique. Donc l'objectif, c'est de leur donner, bah, toutes les bases, les rudiments pour pouvoir, s'occuper de leur corps, entretenir leur corps et voilà et l'EPS, c'est pas seulement courir, hein, c'est évidemment, prendre en charge des rôles et devenir un réel acteur de son apprentissage. C'est ça OK. l'objectif. Donc moi, en tant qu'enseignant d'EPS, j'essaye au maximum, d'impliquer mes élèves, de les motiver et de leur donner l'envie de prendre soin d'eux via une activité physique. C'est vraiment ça l'objectif de l'enseignant d'EPS en 2025, au moins. Enfin j'espère, j'espère que j'ai pas trop dit n'importe quoi pour les autres enseignants d'EPS, que j'ai fait honneur. Et du coup, enfin, est-ce que tu penses que tes élèves te suivent dans ce que tu veux leur apprendre? Ouais, bah, c'est en fait, on essaye, moi je suis en région parisienne, donc comme on en a parlé, je suis à Évry. Mmh. Je suis face à des élèves qui ne jure, que par le foot forcément, parce que je Oui, suis dans une grosse ville de foot et puis même la région parisienne, c'est un vivier de football, on le oui. sait. Donc nous, on essaie de leur faire découvrir, de les ouvrir culturellement, tu vois, Sur d'autres à sports? d'autres activités, d'autres Ouais. sports, voilà. Hem, voilà, on va pratiquer de l'escalade, on va pratiquer, de la boxe française, on va pratiquer, des activités qui vont leur permettre en fait de sortir un peu de cette idée de sport collectif à tout prix Mmh. et voilà et de leur enseigner les bonnes méthodes de travail, le bon regard et les bonnes valeurs aussi. OK. Du coup, est-ce que ton métier de enfin, du coup, de coach te sert, lorsque du coup, tu t'enseignes, enfin, quand tu es prof de PS, quoi? Est-ce que tu Hem, essaies de repérer, du coup, on va dire, les talents pour les emmener à Athlé 91? Bah, en fait, j'ai cette double casquette qui est parfois difficile à porter, Mmh. dans le sens où, moi en tant qu'entraîneur, bah, de la fédération, je peux pas me permettre, d'amener le sport dans l'école. OK. Voilà, c'est ça qui est pas simple puisque c'est pas le sport ne sont pas les valeurs de l'EPS puisque le sport, bah, l'objectif du sport, c'est, qu'il y ait un gagnant. Mmh. L'EPS, l'idée, c'est pas du tout ça. On n'est pas Ouais. sur le culte du champion, donc moi, en tant que coach, je vais, avoir un regard, forcément, un regard, plutôt athlétique. Donc moi, j'ai une association sportive après dans le collège, à OK. clé, où je vais peut-être dire: «Bah, voilà, ça se passe bien, tu te débrouilles bien, est-ce que ça te dirait de venir le mercredi après-midi faire un petit peu d'athlétisme en plus?» Mmh. Mais je dirais que plus que ma casquette de prof d'EPS influe sur ma manière de coacher. OK. Dans le sens où je vais avoir un regard un peu plus ouvert et je vais avoir une par exemple dans la mise en place de mes séances et cetera, le fait de mettre en place des rôles, Mmh. donner de la dévolution aux athlètes, les laisser un peu plus gérer et moins que ce soit une manière, descendante. C'est-à-dire que c'est OK. pas, le coach qui sait tout. Pour moi, c'est on Un a à apprendre des partage? athlètes et les athlètes nous apprennent des choses, quoi. C'est ça OK. qui est c'est un partenariat. OK, ça Voilà. marche. Et donc tu arrives, du coup, prof de PS. T'arrives à Athlé 91, Mmh, comment ça se fait? Puisque tu arrives à Évry, il y a enfin en région parisienne, il y a d'autres clubs. mmh. Certes, tu à Évry, mais enfin, il y a d'autres villes à côté. Comment tu arrives à être du coup, coach, saut en longueur, enfin saut en longueur et triple à Athlé 91? Bah, Depuis sur Évry? ouais, sur longueur et trip, c'est parce que, bah, j'ai voulu continuer dans Mmh. ce que j'appréciais d'entraîner et là où je prenais plus de plaisir à entraîner forcément et ensuite, bah, Athlé 91 parce que, bah, quand je suis arrivé en région parisienne, j'ai travaillé à Évry, donc dans un collège à Évry, au collège Montesquieu, bonjour à tous. Et en gros, dans ce collège, bah, j'étais pas trop loin. Moi, j'habitais à Évry, donc j'avais le collège qui était pas trop loin. Mmh. Et en même temps, je vois qu'il y a un stade qui est pas trop loin. Donc Ouais, de base, j'avais pas forcément l'intention de bosser à Athlé 91. OK. C'était plus, bah, il y a un stade, donc il y a forcément peut-être un club. Ouais, Donc je vais venir dire bonjour, est-ce qu'il y a des demandes au niveau de l'entraînement sur saut en longueur triple? C'était le cas. Donc en fait, j'ai réussi à répondre à une demande. Je me suis pas imposé dans le sens où il y avait besoin, donc je suis arrivé, voilà. S'il y avait déjà eu un entraîneur de triple longueur, je me serais pas, j'aurais peut-être essayé de chercher un autre club. OK. Parce que j'avais quand même cette envie de continuer, voilà. Et donc enfin, il y avait du coup, c'était un poste ouvert, tu as postulé et après ça se passe comment en vrai quand tu veux être coach dans un Et ouais, c'est une bonne question. s'il y a Hem, des entretiens, on te teste sur ta manière de coacher, Bah, je pense qu'il y a ça, il y a ce que tu dis. Dans OK. certains clubs, il y a des demandes parce qu'on voit souvent passer, même sur le site de la fédé ou sur les sites de la Mmh. ligue, on voit, des annonces, hein, de clubs qui demandent et qui parfois demandent des prérequis. Moi, quand je suis arrivé à Athlé 91, en fait, je suis tombé sur, l'ancien président, Yannick Le Helloco, Mmh. qui m'a super bien intégré, en fait, qui m'a proposé de venir un lundi soir pour,
ils ont mis en place, en fait, ils ont dit qu'il y avait un entraîneur qui arrivait sur longueur triple et ceux qui avaient envie de tester un lundi soir pouvaient. OK. Donc en fait, c'est Christian Capfer que tu connais un petit peu, qui m'a aidé au début, qui m'a OK. dit: «Bah voilà», qui m'a aidé à rassembler du monde et en fait, au tout départ, je ne gérais que 2 séances de technique par semaine. J'avais OK. pas un groupe à proprement parler. Mmh. Voilà. Et comment ça enfin, du coup, au début, tu avais des séances techniques et après on t'a confié un groupe, sur longueur et triple? En fait, c'est moi qui ai décidé de créer le OK. groupe. En fait, j'ai fait 2 ans sur du pur technique, donc allant de, vitesse course d'élan jusqu'à la technique pure, de saut et ensuite j'ai eu l'envie et j'avais le temps de le faire. C'est-à-dire de me dire: «Bah, voilà, je vais gérer un groupe, de A à Z, avec, bah, entraînement vitesse, entraînement muscu, entraînement technique et cetera et tout ce qui va avec évidemment, à 4-5 séances semaine et cetera. Je voulais vraiment recréer ce que j'avais fait à Nantes, Mmh. le recréer en région parisienne. OK et du coup, quand tu as commencé à coacher, est-ce que tu as des athlètes que tu as eus qui sont passés, on va dire, débutants à un niveau, avancé? Pas forcément Mmh. un niveau, national, international, juste il était débutant et tu as vu une progression vraiment fulgurante grâce à ton coaching? Ouais, bah, forcément, on le voit avec beaucoup d'athlètes, hein, qui arrivent débutants et qui démarrent, enfin qui apprennent et qui comprennent rapidement. Mmh. J'en ai eu, je sais pas si je dois citer des noms, mais en tout cas, j'ai des athlètes même récemment, hein, j'ai, un athlète qui est arrivé au club qui faisait du basket de base et qui avait, l'envie de découvrir le saut en longueur parce qu'il avait un peu de détente, donc Mmh. forcément ça Ouais, peut ça jouer. aide. Donc là, on peut dire que c'était un athlète débutant, même si entre guillemets, il y avait quand même des prédispositions. Mais oui, oui, on voit des progressions énormes et l'outil premier de la progression, c'est la performance. Donc Exact. forcément, quand tu vois qu'un athlète, progresse énormément, moi, je prends très peu de part dans la progression, hein. Pour moi, allez, laissez-moi, 10-15. Je veux Ah dire, ouais? bah, ouais, pour moi l'athlète, heu, alors j'ai vu qu'il y avait enfin, il y a peut-être une question qui travaillera sur, est-ce que l'athlète peut travailler sans coach? Mais à mon sens, l'athlète, oui, il a besoin d'un coach, mais si l'athlète se bouge pas et qu'il a pas l'envie, il y a rien, il se passe rien. OK. Voilà, le coach est aussi là pour donner l'envie et pour Ouais. motiver, mais celui qui a la décision finale, Bah, c'est vrai, puisque moi j'ai un exemple du coup dans mon groupe où je trouve que l'athlète, a beaucoup de talent, mais en fait, il met pas enfin, il utilise pas son talent pour progresser, tu vois? Donc, ouais, je suis assez d'accord avec, ce que tu dis. après voilà, c'est un avis, hein, comme il y aura beaucoup d'avis aujourd'hui, hein, ça reste Ouais des avis, voilà. et donc, bah, là, on a vu un peu, bah, du coup, d'où tu viens, un peu ton parcours. Là, on va parler vraiment du coaching, de qu'est-ce qui t'influence et cetera et donc est-ce que quand tu as commencé, du coup, le coaching, est-ce que tu avais des mentors ou des gens qui ont influencé là actuellement ta manière de coacher? Bah, forcément, le premier mentor, c'est l'entraîneur. Mmh. Donc moi, quand j'étais à Nantes, j'ai des entraîneurs qui m'ont vraiment fait progresser, qui m'ont vraiment fait découvrir la discipline. OK. Donc ouais, à Nantes, j'avais, Grégory Charbonneau qui m'a beaucoup, qui entraîne plus maintenant aujourd'hui forcément, mais qui m'a vraiment fait découvrir cette discipline et qui m'a permis je pense, d'être aujourd'hui l'entraîneur que je suis. Donc pour ça, je l'ai déjà remercié et je le remercierai jamais assez. Après, il y a beaucoup de gens au niveau de la fédé, hein, forcément quand tu es dans les formations et cetera qui te donnent cette envie. Je pense à Daniel Lègre, je pense à Alain Donias, je pense à plein de personnes comme ça et après, bah, forcément quand on développe cette envie d'entraîner et cette envie de se former, bah, on pense à des lectures qu'on fait ou des choses comme ça donc OK. moi j'ai au début, mais vraiment au début, je le fais moins maintenant, mais j'ai beaucoup lu, «L'éducation athlétique» de Jacques Piacenza qui est, un entraîneur qui a entraîné, quand même, enfin, Marie-Josée Pérec, Guy Dru au départ et cetera et bien d'autres aujourd'hui, mais enfin qui a arrêté d'entraîner d'ailleurs je crois. Mais du coup, voilà, il y a aussi Steve Nart, hein, Steve Nart qui a été entraîneur de triple saut en France, qui a entraîné Compaoré, Tango et cetera donc on lit des choses, on a envie de se former, donc forcément on a certains modèles, oui. Après, un grand modèle aussi, ça reste, Pedroso, hein, en longueur Ouais. qui est quand même, un technicien et voilà, qui a un discours, dans lequel même en tant qu'athlète, je trouve que ça a été, un athlète qui a beaucoup influencé la discipline. Ouais, ouais. Mais du coup, enfin, quand tu es coach, enfin là, on a dit que tu as eu du coup ton master, en STAPS et cetera. Heu, avant de enfin, quand tu fais une formation de coach avec la fédé pour, avoir des grades ou, Mmh. enfin, je sais pas comment ça se Ouais, c'est passe. ça. C'est ça? En fait, l'avantage que j'avais, c'est que j'avais une base STAPS,
Ouais. Donc, j'avais déjà des 1 choses au niveau anatomie, physio, et Mmh. cetera. Et à côté, en fait, alors c'est plus le cas maintenant, ça a changé le système de formation, mais il y avait ce qu'on appelait des degrés. OK. Donc tu avais le 1er degré moins de 16, le 1er degré Mmh. sprint haie, 1er degré saut. Donc moi, j'ai fait le 1er degré saut. Donc c'était un diplôme qu'on passait de manière, régionale. Mmh. Moi, je l'ai fait à Nantes. Et après j'ai passé mon 2e degré saut. Donc ça, c'est un diplôme, national. Nous, Mmh. je l'ai passé à Montpellier. OK. Et pour la petite anecdote, je l'ai passé avec Teddy Tango. Il Ah y OK. avait Teddy Tango dans la formation, donc c'était assez drôle de voir, voilà, la continuité, Tango athlète, Tango coach, donc, voilà. Qui ne l'est plus d'ailleurs maintenant, mais enfin, Oui, il a arrêté, bon ouais. après bon, ça pourra revenir. On Ouais. sait jamais, faut jamais dire jamais, mais, et voilà, donc il y a des formations fédérales. Ça, c'est des formations, voilà. Après, il y a forcément, on peut passer ce qu'on appelle des CQP ou des brevets d'État. Moi, c'est pas quelque chose que j'ai fait parce que je voulais pas en faire forcément mon métier premier. Mmh. Voilà, comme on a dit, j'ai 2 métiers, donc, ce qui aujourd'hui me rapporte de l'argent en priorité, c'est quand même mon métier d'enseignant de PS, Ouais. voilà. Et donc, est-ce que tu trouves qu'il y a un fossé entre guillemets, puisque tu as parlé des mentors et cetera, entre l'ancienne génération de coachs et la nouvelle? Dans le sens où, peut-être c'est pas la même approche sur des séances ou, bah, c'est juste une continuité, c'est juste le sport qui évolue donc, il y a une nouvelle manière d'entraîner? Ouais, comme tu l'as dit, le sport a évolué. Donc si le sport évolue, forcément les méthodes de coaching vont un peu évoluer. Mmh. On parlait tout à l'heure de Jacques Piacentin, bon, bah, dans l'éducation athlétique, de son bouquin, il y a plein de choses qui se faisaient, avant et qui aujourd'hui, ont moins de sens. Pareil, il y a des discours un petit peu sur les étirements. Comment on s'organise? Est-ce qu'on les fait avant, après? Combien de temps on les fait? Est-ce que ça a Mmh. une utilité? Donc ça, pareil, chacun a son avis et heureusement ça a beaucoup évolué. Donc, moi, aujourd'hui, je dirais que je laisse pas ce qui s'est fait, de côté. Je l'utilise quand même parce que, bah, voilà, on va pas réinventer le triple Oui. saut du jour au lendemain, ni sur longueur. Mais par contre, j'essaie, oui, toujours m'essayer de me former. Alors, le gros de la formation aujourd'hui, même si on peut le faire via la fédé, il y a quand même beaucoup de choses qu'on trouve, sur les réseaux et sur internet de manière générale. Donc, si on a cette curiosité, cette envie de découvrir de nouvelles choses, on peut se former. Par contre, attention à ce qu'un entraînement ne devienne pas, la foire aux exercices. Ce OK. que j'appelle la foire aux exercices, c'est, on voit beaucoup ça dans d'autres disciplines comme le football ou autre où, voilà, on fait plein de petits exercices d'appui et cetera. Oui, OK, mais dans quelle finalité? Voilà, est-ce que faire, de l'échelle de rythme, pendant, 6 mois, Mmh. ça a un réel impact? Voilà, c'est des questions qu'il faut se poser en tant qu'entraîneur, quoi. Et du coup, quand tu prépares tes séances, est-ce que tu as déjà ramené, on va dire, un exercice à toi, enfin, que tu as «créé» entre guillemets, que du coup, tes athlètes font sur du triple ou sur de la longueur? Est-ce que j'ai ramené un exercice à moi? Moi, j'aime bien, m'approprier les exercices, c'est-à-dire, réinventer des exercices, oui, mais souvent je les réinvente pour des athlètes. C'est-à-dire OK. que si je vois qu'un athlète a une difficulté, bah, je vais dire: «Tiens, est-ce qu'on pourrait pas essayer de travailler comme ça?» Et donc effectivement, oui, il y a des exercices que j'ai pu mettre en place. Je sais pas si ça existait, je prétends pas non plus avoir ça se trouve Ouais. ça existe dans un autre pays et Ouais, ça se fait ouais. depuis des années, mais c'est des choses que peut-être qu'on voit moins et qui sortent un peu du cadre, dans le Mmh. sens où ça peut peut-être aider un athlète, alors qu'un autre, ça va pas du tout l'aider. Donc c'est voilà, avoir cette vision, pas globale et plutôt individuelle, où on peut, créer des exercices pour chacun. Mais oui, je pars quand même de ce qui se fait de manière générale et puis après je vais me l'approprier comme je l'ai dit, ouais. Qu'est-ce qui te motive quand tu es coach? Le podium, la victoire, la progression, ou juste la satisfaction de coacher? En vrai, je dirais, tu as parlé de progression et de podium, je dirais les 2, hein. Parce OK. que pour moi, sans progression, il y a pas de podium et sans podium, il y a pas de progression. Si tu progresses pas, tu vas pas aller chercher tes podiums et qu'est-ce qui te donne envie de progresser? C'est les podiums. Ouais. Donc en fait, moi je vais de manière générale, oui, la progression d'un athlète pour moi elle est importante et c'est le meilleur des feedbacks pour un entraîneur. OK. De se dire voilà, Mmh. il y a progression en termes de performance et il y a progression en termes de technique, voilà, est-ce qu'en muscu j'ai progressé? Est-ce qu'en technique j'ai progressé? Est-ce que sur mes tests de début et de fin d'année, bah, j'ai fait des progrès? Et après, bah, oui, la finalité, c'est la performance. Et si bonne performance il y a, bah, il y a podium. Mais bon, je me suis jamais dit que je voulais entraîner voilà, avoir des champions de France, avoir des voilà. Il y en a, Mmh. j'ai entraîné des athlètes qui ont fait des podiums aux France et pour ça, j'en suis très heureux. Mais la finalité des podiums, c'est pour les athlètes. Et Voilà. comment tu suis tes athlètes, enfin, dans leur progression en soi? Est-ce que tu as une fiche, où tu regardes: «Aujourd'hui, on a fait ça, il a fait ça» et cetera et tu le notes? Ou, on va dire, c'est plus au feeling et à la manière dont tu vois l'athlète? Bah,
Les athlètes, je les suis de plusieurs manières. La 1re, c'est que, j'ai, comme tu dis, j'ai des petits tableurs, les Mmh. fameux tableurs de coach, donc où j'ai des trucs tout simples, hein, Ouais. je note toutes les performances. Ça me permet de voir un peu, de comparer par rapport aux saisons suivantes, comment Mmh. ça a évolué. Et puis après, je les suis, aussi, via, ce qu'ils font pendant les séances. C'est-à-dire, est-ce qu'on a de la progression? Je parlais des tests il y a pas longtemps. Voilà, je fais des tests, en début de saison hivernale, fin de saison hivernale, début de saison estivale, fin de saison estivale, Mmh. notamment sur le saut où j'ai, tout un protocole que je mets en place sur, voilà, des choses simples, hein. On va pas réinventer, c'est, saut sans élan, saut avec, 2 foulées, pentabond, pentacloche. Voilà, j'ai des exercices qui sont plutôt alloués aux longueurs, d'auto-triple. Mais voilà, ça me permet à moi, en tout cas, en tant qu'entraîneur, d'avoir des retours. Et après, il y a un outil qui est super, qui est mis en place de temps en temps sur les compètes nationales, c'est l'Optojump. Où l'Optojump, en gros, c'est, des capteurs, en fait, qui sont sur la piste. Ah, Et comme, dans le sprint avec les cellules? alors, ouais, un peu comme dans le sprint avec les cellules, mais là, c'est, au sol. Mais il y a ça aussi au sprint, hein. Ils le mettent en place parfois au sprint, mais sûrement que sur les séances. Ouais. En compétition, c'est plus dur, je pense. Mais, sur les championnats de France, souvent, il y a des grosses barres jaunes à côté des sautoirs, donc ils le Ouais. font souvent à la perche ou en longueur ou en triple. Et en gros, ça permet d'avoir des retours notamment sur, la vitesse d'approche, le métrage entre les différents bonds, et cetera. Et moi, j'ai une question sur comment ça se passe les tests? Parce que je sais qu'en sprint, quand on fait des tests, c'est des tests vitesse, Mmh. donc tu une distance à courir à fond. Mais est-ce qu'à l'entraînement sur du saut, en longueur ou en triple, est-ce qu'il y a vraiment des sauts, on va dire, à fond comme en sprint? Où, du coup, l'athlète se met en compétition et il saute et tu prends la performance ou, Mmh. c'est pareil aussi? Performance pure, OK. c'est-à-dire, j'ai mon DK, je le mets à côté du sautoir, et c'est là dont je parlais que j'arrivais aussi à mettre en place des rôles dans ma séance. C'est-à-dire que Mmh. c'est pas seulement moi qui vais tout mesurer. En gros, celui qui saute mesure celui d'après, Ouais. et comme ça on enchaîne bien. Il y en a qui ratissent, et cetera. C'est un peu une mini compète Ouais, où OK. en gros il y a un ordinateur, on rentre tout dans l'ordinateur ou dans le téléphone, Mmh. et heu et ça permet de comparer, en fait, déjà avec l'année précédente, et aussi avec, le début et la fin de saison. OK. Et donc, pour terminer un peu sur l'influence, c'est quoi la semaine type d'un prof, coach? Alors, je me lève, à 8h30. Non, non. La semaine type, c'est, être capable de gérer, correctement son rôle de prof, Mmh. sans que ça impacte son rôle de coach. C'est-à-dire que, voilà, là, en plus, on est pile dans la période, on vient d'en sortir. Il y a les conseils de classe, il y a les réunions Ouais. parents-prof, il y a toutes ces choses-là. Donc, moi, j'entraîne à 18h30. Donc j'entraîne à 18h30 jusqu'à peu près 20h, 20h30. Je finis au plus tard à 17h. Donc ça me laisse 1h30, ou soit pour m'occuper de moi, faire une séance, Mmh. de muscu perso ou courir ou j'en sais rien. Ou alors ça me laisse 1h30 pour faire l'administratif, pour faire, des inscriptions compétition, pour faire, des rendez-vous parents-prof. Donc voilà, moi j'ai besoin de cette petite heure et demie qui me permet en fait de gérer parfois des imprévus, parfois des choses que j'ai oublié de faire, et cetera. Donc, j'ai la chance de pas travailler le vendredi. OK. Voilà, parce que j'arrive à caler, toutes mes heures de prof, sur 4 jours. Donc ça me permet aussi d'avoir du temps aussi pour moi parce que, on l'oublie un peu, mais, le coach, À une vie? il a aussi une vie à côté, voilà. Il a aussi une vie sociale, une vie affective, une vie, qu'il a envie peut-être de développer avec des passions, des choses à côté. Donc, c'est voilà. Mais moi, mes athlètes le savent, on en parle dès le début de saison. Voilà, c'est, parfois il y a des séances qui font en autonomie parce que, je suis aussi content d'avoir pu former des athlètes qui ont un Ouais. qui ont des grosses autonomies, qui ont compris l'essentiel, qui ont compris les attendus, les finalités de leur discipline. Donc en Mmh. fait, c'est hyper bien. Et puis même, j'ai des nouveaux, il y a pas que moi qui coach. Ouais. C'est-à-dire que, voilà, je pense à un athlète comme Samuel, qui est dans mon groupe, et comme bien d'autres, hein, des Cédric, des plus anciens qui ont l'habitude de prendre en charge les jeunes, en fait. Et donc ça, c'est super. On sait que si jamais on peut pas être présent à une séance, j'ai un peu débordé de la question, je m'excuse, mais on a quand même des gens sur place qui ont un regard qui est le même que le tien. Ça, OK. c'est génial. Ouais. Du coup, on va basculer du coup sur ta vie perso, Ouais. puisque t'es pas que coach et si tu pas été coach, tu fait quoi comme, Je pense que j'aurais été journaliste. ah ouais? Ouais, parce que, j'avais découvert le métier de journaliste sportif quand j'étais en troisième OK. et que j'adorais ça, je trouvais ça génial. J'avais fait mon stage de troisième à France 3, OK. donc, ouais, piston, clairement piston, le tonton qui travaillait là-bas, donc voilà. Mais ouais, journaliste, c'est un truc qui m'aurait bien plu, ouais. Et
Bah, là, si tu devais changer, si tu as le choix entre coach et journaliste. Ah, si j'ai le choix entre coach et journaliste, ouais, je pense que, je resterai dans le co si je dois changer absolument ou est-ce que je peux rester coach? Tu peux rester coach si tu Ouais, veux. ouais, je vais rester coach, Tu hein, c'est restes très bien. coach? OK. Je suis épanoui, je suis vraiment épanoui. Je prends du plaisir, que ce soit en entraînement ou en compétition, ouais, je prends du plaisir et les athlètes le rendent, en fait. Donc te font des bons retours, te disent que ça fonctionne. Donc quand ça fonctionne, c'est réussi, OK. mais toujours se remettre en question, c'est important. Bah, on a fait des petites recherches, on a vu aussi que tu fais du stand-up. Ah ouais, vous avez fait des bonnes recherches là, ouais, Donc, comment c'est en vrai, c'est 4 casquettes du coup. Tu es prof, ouais. tu es coach non, du coup 3 tu es coach, bah, et du coup tu fais du stand-up. Comment c'est Mmh. venu ça? C'est depuis tout petit enfin, je vais te laisser répondre, mais c'est depuis tout petit ou c'est, histoire de voir autre chose que le sport, on va dire? Ouais, c'est quelque chose que je regardais beaucoup, même quand j'étais gamin ou même quand j'ai commencé à grandir, Mmh, voilà, j'adorais, regarder du stand-up, regarder des spectacles d'humour et cetera. Donc c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu même quand je suis arrivé en région parisienne, en fait, parce que, mmh, bah, en région parisienne, il y a beaucoup de comedy clubs, beaucoup de oui, choses comme ça, donc on peut tout le temps sortir et donc du stand-up, j'allais en voir, voilà, avec mes amis, avec ma copine et cetera et progressivement, je me suis dit: «Bah, vas-y, en fait, pourquoi pas?» J'avais commencé à écrire, en vrai, un petit peu 2-3 trucs, histoire mmh, de me dire: «Est-ce que je vais vraiment franchir le pas un jour?» Puis un jour, je me suis dit: «Tiens, je peux m'inscrire là. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas?» On était début juin, je me dis: «Vas-y, pas de j'ai» l'année tu commencé quand du coup, 2024? OK, ah c'est Ouais, récent, ouais. ouais, c'est très récent, hein, OK. mais l'idée, c'est pas de devenir, C'est justement enfin, c'est faut vraiment un plaisir. En OK. fait, c'est voilà, être sur scène, dire écrire des choses, voir si ça fonctionne, voir si c'est drôle, Mmh, puis, discuter avec les gens, faire des rencontres. J'ai fait beaucoup de rencontres grâce au stand-up aussi, donc non, c'est chouette et puis, bah, pourquoi? Bah, parce que j'ai, heu, j'ai toujours l'habitude de m'adresser à pas mal de personnes, donc mmh, je pense que le fait d'avoir été enseignant, même coach, bon, bah, tu as toujours un «public devant toi» entre guillemets, hein, pour moi, enseignant de PS, c'est du stand-up tous les jours. Parce qu'en fait, bah, tu es face à des élèves, si tu veux les motiver, bah, faut quand même avoir cette ouais, tchatche et cette ouais. envie, bah, voilà, peut-être parfois d'amener des petites blagues, des choses comme ça, donc voilà, ça C'est allait venu de soi, quoi. naturellement quoi, on Ouais, va c'est dire. venu naturellement, clairement. Mais comment tu gères, tes profs, tes coachs, Je fais pas du stand-up tous écrire? les soirs, hein, je Oui, vais en faire peut-être 2 à 3 fois par mois pour mon ouais, plaisir, donc voilà, je parle de prof de PS, je mmh, parle d'un Nantais qui arrive en région parisienne, je parle de tout ça, des changements que j'ai pu vivre et voilà et comment je gère tout ça? Bah, je bosse beaucoup pendant les vacances. OK. En vrai, genre, je me prends parfois pendant les vacances, vu que j'ai beaucoup de vacances scolaires, hein, 16 Ouais. semaines, on l'oublie pas, bah, je l'ai plutôt que de rien faire alors oui, je voyage, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, mais j'essaie de me dire: «Voilà, là je me prends, 3 jours, Mmh, 3 jours où je vais travailler mes cours en tant qu'enseignant, je vais travailler, toujours refaire la programmation» parce qu'une programmation, on a beau la faire au mois d'août mmh, ou même au mois de juillet, bah, elle se passe jamais comme on veut parce que, ouais, bah, voilà, on le sait, il y a des blessures, il y a des objectifs qui parfois on est obligé de les faire changer un petit peu, donc on est obligé toujours de varier la programmation et puis, bah, à côté de ça, bah, voilà, comme j'ai dit, stand-up, ça vient, ça vient, ça vient pas, c'est pas important. OK. C'est moins important. Et du coup, c'est quoi tes autres hobbies, on va dire, à part du coup, coach, prof et du coup faire du stand-up? Bah, mes autres hobbies, comme on l'a dit, les voyages, hein. J'adore voyager, j'essaie de voyager au maximum, partir l'été, partir l'hiver, Mmh. hein, ouais, c'est ça. Passion voyage, ouais. Pas d'autres sports, à part la clé? Si, je suis un peu de sport quand même, moi je suis un grand supporter du FC Nantes. OK. Donc C'est c'est pas pas tous les jours facile. facile, Ouais. voilà, on va pas se mentir. Mais voilà, quand j'étais à Nantes, j'allais, très régulièrement, à la Beaujoire, Mmh. voilà, Vous tribune avez un beau noire, stade, hein? le stade est cool, 36 000 Ouais, places, ouais. voilà, on n'a pas eu l'Euro, mais bon, ils ont pas voulu venir. Mais en tout cas, ouais, on a quand même eu, les JO, hein, il y a eu des matchs, à la Beaujoire pour les JO, Ah OK. matchs de foot, ouais. Donc voilà et puis là prochainement à la Beaujoire, il y a, Fontenay-le-Comte contre Paris SG, donc coupe de France, il va falloir, venir voir. OK, Mais bah, en tout cas, on ouais, va donc ouais, le football quand même. Mais oui, pas facile d'être supporter du FC Nantes tous les jours, ouais, mais ouais. on survit, on sort la tête de l'eau quand même. Et du coup, est-ce qu'il y a un athlète que tu aimerais entraîner de n'importe quelle nation ne si tu devais choisir, Ouais, voilà, ouais. un athlète, Mmh. soit dans le passé ou soit Mmh. dans le présent, Heu, je je pense que là, il y a une génération d'athlètes qui est en train d'émerger, je vais pas prendre les athlètes français parce que, c'est
ça va créer des problèmes. Non, mais c'est pas l'objectif. Non, il y a un athlète qui s'appelle Jayden Iber qui est jamaïcain, Ah oui, je vois qui est qui un c'est. phénomène incroyable. Oui, c'est il a le record maintenant, si je me trompe pas. Record, bah, il a Je- le record U20, Oui, mais c'est un gamin qui saute sur 12 foulées déjà, alors qu'un athlète, tu verras très peu de personnes en dessous de 16 foulées, sur un championnat du monde. Il saute en 12 foulées, il saute à 17,80. ok. Donc c'est du jamais vu, en fait. C'est donc alors, bon, je vais pas l'entraîner pour l'entraîner, juste au moins Voir, le voir, ouais. comprendre, en fait. Genre, aller voir une séance avec son coach, Mm. voir quelles sont les méthodes d'entraînement. Alors je pense qu'effectivement, de base, il y a un talent Oui. brut, il y a du pied, il y a une force physique, importante, mais ouais, si je pouvais quand même faire une séance avec Jayden Iver, ce serait avec plaisir, ouais. Bah, transition, on va parler du coup en vrai de la discipline. Je pensais que tu allais me dire: «Bah, on organise ça, semaine prochaine». Bah, on a un contact en Jamaïcain, Jamaïque. j'ai vu genre sur les Donc, ah bah, si on peut se faire ça, petit En voyage en mars, Jamaïque. en mars, si t'as rien de prévu, tu peux aller le voir. Ah bah, écoute, on pourra en reparler. C'est ça pourrait être intéressant pour le coup, hein. Ah vraiment. du Et coup, puis même, il bah, y a pas que Jayden Iver, hein, il y a aussi ouais. d'autres athlètes jamaïcains hors athlé enfin, pardon, hors triple saut qui peuvent être intéressants à voir, Mm, hein. mm, mm, mm. Ok. Bah là, on va parler du coup de la discipline sur Ouais. longueur et triple. On a déjà un peu parlé de. Est-ce qu'on a déjà parlé en vrai de ce qui t'a vraiment attiré sur bah, le saut en longueur et le triple? Parce que c'est. Est-ce que tu trouves déjà que c'est deux disciplines différentes en termes d'approche? Oui, Ok. c'est 2 disciplines qui concrètement, n'ont pas les mêmes, approches et finalités. Ok. Bah, parce que, on n'a pas les mêmes objectifs dans le sens où, en longueur, on va chercher à produire de la vitesse pour, réaliser un seul bond de manière à bloquer un petit peu pour envoyer avec beaucoup plus d'angle. Mm. Alors qu'au triple saut, on va chercher à créer de la vitesse et à la maintenir. Ok. C'est-à-dire qu'après la planche, on va essayer de traverser la planche plutôt que de bloquer pour monter. Donc effectivement, c'est pas les mêmes approches. C'est ça qui me plaît aussi, parce que je pense que si je faisais que du triple saut, je serais peut-être moins épanoui que si voilà, le fait d'entraîner ces 2 disciplines, ça me permet aussi, bah, de toucher un peu à tout. Donc ça, c'est déjà pas mal. Après pourquoi j'y suis venu? Bah, parce que, bah, j'en faisais. Mm. J'en faisais, du coup j'ai voulu me former dessus. Voilà, on c'est toujours dans la continuité du début de discussion, mais ouais, j'y suis venu aussi parce que, cette discipline, elle est dingue. J'en suis fou. Vraiment, je suis passionné de cette discipline, vraiment. Et c'est quoi les. On va dire vraiment la technique qu'il y a sur la longueur. Enfin, la différence technique entre la longueur et le triple. Parce que là, on a parlé d'approche, mais en termes de séance, enfin, vu que tu as des athlètes longueur et triple, Mmh. est-ce que c'est les mêmes séances ou vu que je fais de la longueur, en termes de technique, tu as une autre approche, enfin, du coup, tu as forcément une autre approche, mais quelle est la différence entre les deux au niveau technique? Bah, du coup, comme on l'a dit, forcément 2 aspects techniques, Mmh, hein, je dirais qu'on met plus de vitesse en longueur qu'en triple quand même. OK. Parce que voilà, arriver, avec plus de vitesse sur une planche de triple, c'est compliqué pour derrière de pouvoir, ce qu'on appelle, entre guillemets, «ricocher», hein, parce qu'on cherche à produire des bonds en maintenant sa vitesse. Donc Mmh, si on a une sortie de planche qui est la même en longueur qu'en triple, ça va rapidement être problématique. Si on a une sortie de planche triple en longueur et ben, on va pas forcément pouvoir prendre le temps en l'air. Et si on a une sortie de planche longueur en triple, derrière, il y a encore 2 bonds à réaliser. Donc si on fait un cloche-pied qui monte trop, derrière, ça va être compliqué, on va forcément, s'écraser. Là, j'apprends rien à tout le monde, hein, mais, en gros, co ce que tu disais, au niveau des séances, moi, j'ai une partie commune. Et derrière, j'ai, forcément une différenciation sur les exercices de longueur et de triple. J'ai la chance d'avoir un sautoir avec 2 couloirs, ce qui mmh. est pas le cas dans tous les stades. Donc, j'ai un couloir triple, un couloir longueur et donc un couloir avec des planches de triple, un couloir avec la planche de longueur et oui, effectivement, on n'est pas sur les mêmes, entraînements, pas sur les mêmes exercices et du coup, pas sur les mêmes finalités. OK et donc c'est plus facile d'entraîner la longueur ou le triple? Est-ce que c'est plus simple d'entraîner l'un ou l'autre? Ah, ce Ou serait peut-être que les difficile. 2 sont compliqués à entraîner? Ouais, les 2 on Après a compliqué à entraîner, c'est un gros, mmh. mais est-ce que, quand tu prépares tes séances, tu dis: «Ça, je passe plus de temps puisque, j'ai besoin de passer plus de temps», dans la mesure où c'est plus enfin, plus technique, on va dire, enfin, je dis ça comme ça, mais est-ce que, il y a une enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Bah, j'aurais tendance à me dire que le triple est plus technique, OK. dans le sens où il y a
où il y a déjà moins de personnes qui font du triple, hein. On est d'accord qu'on a tous été minimes, et en minime, bah, tu Ouais. fais, course au lancer, donc tu fais, généralement, sprint, poids, longueur. Tu viens moins au triple, c'est moins inné de venir au triple Ouais. saut. Parce que, bah, on voit en France malheureusement et même enfin voilà, on voit le triple saut comme, une discipline qui va être, difficile pour le corps humain, qui va impacter fortement le corps. Donc je dirais que oui, peut-être que j'accorde plus d'importance, aux appuis, à la coordination en triple saut parce qu'il y a plus de demandes. Voilà, on sait qu'en triple saut, on va avoir un appui, talon-plante, là où en longueur, on va jamais toucher le talon au sol. Le talon Ouais. n'aura jamais. La longueur a plus de continuité course que le triple. On peut courir, sauter, c'est un peu «facile pour tout le monde», entre guillemets, je mets des gros guillemets à chaque fois, hein. Voilà, c'est pas simple de faire un vrai saut en longueur. Le triple saut, à l'inverse, il est plus compliqué d'avoir cette capacité à résister à l'impact au sol, à rebondir, à repartir et à maintenir sa vitesse. On a beau courir très vite, si après un cloche-pied, on n'est Tu pas arrives. capable de repartir, Mmh. bah, on n'est pas capable de maintenir sa vitesse. Ça, c'est une des grosses problématiques chez des triple sauteurs. OK. C'est, d'être capable de maintenir sa vitesse dans ses rebonds, dans ses sauts, de manière à pouvoir aller, jusqu'au bac de manière efficace. Et du coup, est-ce qu'il y a un modèle d'athlète technique sur le triple que tu vois là actuellement ou dans le passé? Bah, je vais pas être original, hein, mais, un gars comme Jonathan Edwards, tu beau regarder toutes ses vidéos aujourd'hui, tu comprends Mmh. pas comment il travaille, quoi. Tu comprends pas comment ça se passe. C'est fou, c'est un gars comme Edwards, c'est, déjà un record du monde qui date, ça fait 30 ans, bah, ça fait 30 ans, 95, c'est 30 ans. Et c'est une personne qui, quand tu regardes ses vidéos, a la même vitesse d'approche que dans son saut. Et c'est un gars qui saute, son dernier saut est à plus de 7,20 m. OK. C'est-à-dire qu'il Ouais. va avoir un cloche et un multi, une foulée qui va être conséquente, mais il arrive à faire plus de 7 m sur son dernier saut, sur son record du monde. Donc c'est ouais, pour moi, c'est vraiment un modèle. Alors ça, c'est pour le triple. Ouais, du Après coup, ouais. longueur, j'en parlais tout à l'heure, un gars comme Pedroso, on a beau parler de Lewis, de Powell, de tout ça, bon oui, parce que c'est ceux qui ont été Ouais, qui qui ont sont les fait plus les loin. meilleures performances, mais Pedroso, c'est quand même un gars qui a sauté, plus de 40 fois, je crois, ou 50 fois au-dessus de 6,40, au-dessus de 8,40. C'est énorme. Donc Pedroso, en termes de technique, en termes de voilà, c'était un spécialiste du ciseau, moi j'avoue que je suis plus enclin à travailler avec le ciseau. Ça, c'est pareil, c'est un parti pris. Mmh. Après si j'ai des athlètes qui veulent travailler en fixation ou en extension, c'est faisable aussi. Pour moi, il y a pas une seule réponse. Si OK. l'athlète performe, voilà, on va pas dire un athlète qui fait 8 m Ouais, bah, oui, en extension et qui fait 7 m en ciseau, mmh. voilà, c'est chacun a son approche de la longueur, technique, mais voilà, je suis encore en train de m'égarer au niveau de la question, je m'en excuse, mais pour le coup, si, enfin moi je suis plus amené à travailler, au ciseau avec, des athlètes, confirmés. Disons, OK. pas débutants, mais confirmés. Et du coup, quelle est la qualité la plus difficile à développer, sur un athlète, en longueur ou au triple? Bah, triple, c'est, la force qu'on va être capable de mettre au sol, donc résister à l'impact, Mmh. forcément. Après une qualité, difficile à développer, bah, voilà, dans ces disciplines-là, on a besoin de souplesse pour gagner forcément en amplitude de mouvement, on a besoin de mobilité, mobilité articulaire, mobilité de force. On a besoin de vitesse, hein, puisque, sans vitesse, on peut pas créer, un saut correct, on peut pas sortir fort en longueur, on peut pas sortir vite en triple. Mmh. Donc oui, je dirais qualité première, oui, ça reste quand même, être capable de mettre de la force au sol, ouais. Et comment tu travailles ça? Bah, je travaille ça, avec des séances, on va dire de musculation où, on a toute une progression dans l'année, où on va plutôt être au début sur de la voilà, pas réathlétisation, mais, comme tout le monde une reprise, voilà, Mmh. classique. On va plutôt être général, où je vais coupler ça en fait à des séances de renfo, de préparation physique. Et après, dans l'année, on va commencer à aborder, cycle de force, force maximale, et puis plus on va s'approcher des compétitions, bah, aller sur, plutôt de l'explosivité et de la puissance en fait. Puissance, c'est ça qui va être important. Et on a dit que, bah, le triple ou la longueur, enfin, plutôt le triple, c'est une discipline qui est sujet à beaucoup de risques de blessures. Comment tu arrives à gérer ça, dans tes Mmh. entraînements? Moi j'ai, heu, moi j'ai une application en fait que j'ai fait avec les élèves OK. pardon.
avec les athlètes. En gros, enfin, c'est pas vraiment une application, c'est un Padlet. Donc en gros, sur les pads, c'est un peu une application qui existe et en gros, sur mon Padlet, en fait, j'ai tout ce qu'il faut, pour l'athlète. Donc il a, aussi bien, des séances additionnelles s'il souhaite s'entraîner en Mmh. plus. Il a, toutes ses reps max, en muscu. Il a le calendrier des compétitions. Il a, des idées de matériel à acheter pour pouvoir s'entraîner. Bref, plein de choses. Et il a ce que j'appelle des protocoles. Donc, c'est des protocoles de renforcement. Donc j'ai des protocoles souplesse, j'ai des protocoles, pour les ischio-jambiers parce que nous Ouais. on a beaucoup, besoin de ça. J'ai des protocoles pour les périostites, donc éviter les risques de périostite parce que nous c'est, voilà, les périostites, j'ai beaucoup d'athlètes, qui s'en plaignent, hein. C'est quelque chose, voilà, le fait de rebondir sur une surface qui est un peu dure, forcément, bah, le périoste au niveau tibial va se décoller et on va avoir une inflammation, donc c'est problématique. Et j'ai aussi un protocole au niveau du tendon rotulien parce que, bah, voilà, au niveau du genou, on a besoin de renforcer, on a besoin de maintenir cette articulation. Mmh. Donc c'est comme ça. Moi, je vais plutôt dans le prévenir que le guérir parce que le guérir, c'est moins, mon travail. Ouais. À côté de ça, bah, voilà, on va, orienter les athlètes vers des kinés, vers des ostéos, et aussi, vers des médecins du sport, hein, forcément quand il y a des difficultés, mais bon, j'ai, «cette chance» entre guillemets d'avoir, pas énormément de blessures. Il y en a, j'ai des athlètes forcément qui sont plus fragiles au niveau des ischios donc ces athlètes-là, on a une attention particulière. C'est-à-dire OK. qu'on va Les chercher vraiment, un voilà, peu, bah, on OK. va vraiment, voilà, je prends un athlète comme Samuel par exemple que tu connais Mmh. et Samuel Da Silveira, il a des énormes problèmes au niveau des ischios. Je crois qu'il y a pas une seule saison où, on n'a pas eu des soucis au niveau des ischios donc on renforce, on renforce, on renforce, mais voilà, c'est quelque chose qui donc là, ça fait 2 3 saisons où j'essaie vraiment de, voilà, de doser le travail, d'aller sur un travail plus fin et là, par exemple, on fait moins de saison hivernale, il va pas sauter avant janvier. Donc voilà, il y a les départementaux ce week-end, on va pas forcément le faire sauter là, donc voilà. Mais ça, c'est un exemple comme parmi tant d'autres, hein. On a toujours une attention particulière aux athlètes qui sont sujets à blessures. À côté, il y en a qui sont, très forts et auxquels il y a jamais de blessure. Ça, c'est voilà, là, on se repose un peu plus sur le laurier, mais il faut toujours faire attention quand même, aux séances. Et du coup, quand un athlète se blesse, est-ce que tu dis que c'est ta faute ou c'est, on va dire du 50-50? C'est ma faute, c'est toujours ma faute. Non, non, moi, je me remets en question, tout le OK. temps. C'est-à-dire un athlète se blesse, j'essaie de comprendre pourquoi ça a pas fonctionné, j'essaie de faire un retour sur lui, qu'est-ce qu'il a fait de sa semaine? Qu'est-ce qu'il a fait des 3 dernières semaines? Est-ce que peut-être que parce que voilà, on sait que, un entraînement, va avoir une incidence sur les 3 prochaines semaines, généralement, c'est ce qui est Mmh. dit. Donc voilà, on a une surcompensation au niveau des entraînements au bout de 3 semaines. Donc il faut faire attention toutes les, 3 semaines, un mois à amener du repos. Donc moi, je me remets toujours en question à ce niveau-là. Après bon, on n'est pas les parents des athlètes, Ouais. on vit pas avec eux. Donc, l'hygiène de vie effectivement, elle a son importance. Si un athlète, il sort, à la veille d'une compète, voilà. Si l'athlète, il mange un peu n'importe comment, voilà. S'il manque de sommeil, parce que le sommeil, on le néglige encore trop, hein, je Ouais. trouve, hein, mais Mmh, mmh mh. manque de sommeil, manque de lucidité, donc forcément en entraînement, on est moins, à même d'être précis dans ce qu'on fait. Donc voilà, tu disais, moitié-moitié, ouais. Allez, je vais être sur un moitié-moitié. OK. Ouais, je vais pas me mouiller là-dessus. Ouais. Et du coup, sur du saut en longueur ou du triple, qu'est-ce que tu aurais en premier? La vitesse, l'appel ou la posture? Ou peut-être la technique, Bah, quand je regarde un athlète, en compétition ou autre, Mmh. même si c'est pas forcément quelqu'un que j'entraîne, je vais avoir tendance, à regarder les sorties de planche. OK. Parce que c'est pour moi, c'est le truc que je regarde en premier. Ça, c'est la première chose, donc sortie de planche, je dirais l'appel, dans ce que tu as dit. Mmh. Après la deuxième chose et ça c'est un je pense que c'est peut-être un des problèmes qu'ont plusieurs, entraîneurs, mais enfin c'est pas un problème, mais c'est que moi dès que je vois quelqu'un faire une course d'élan, je compte. Je compte ses foulées, je peux pas m'empêcher de le faire. C'est-à-dire je vais être là 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 bon bah, tu es en 14 foulées et je peux pas m'empêcher de le faire. Donc ça c'est quelque chose que je vais beaucoup regarder. Je trouve que la course d'élan, on a tendance un peu à l'oublier chez certains athlètes, c'est-à-dire de se dire: «Bon, bah, nous, on mise tout sur la technique en elle-même dans le saut, qu'est-ce qui se passe dans le saut?» Mmh. Mais ce qu'il faut comprendre souvent, c'est que, tu sais, il y a toujours les ce que j'appelle les coachs de planche. Ceux qui sont là à côté de la planche à regarder, mordu, OK, bah, ça n'apporte rien. Ouais. Si c'est mordu, bah, la Donc cause, elle vient sûrement de l'approche planche, des 3 derniers appuis ou alors même du début de la course d'élan. mmh. Souvent, on a des athlètes qui vont pas comprendre la différence entre une poussée de course d'élan, de saut et une poussée de sprint. Voilà, l'objectif du sprint, c'est d'avoir un maximum d'appui au sol pour pouvoir, Non. engranger de la vitesse rapidement. Sur une course d'élan de saut, il va falloir appuyer, prendre le temps d'appuyer. C'est la différence entre le saut et le sprint, où le sprint, on est sur plutôt, voilà, temps d'envol, temps de pause, minimum Mmh. pour pouvoir enchaîner rapidement, alors que sur le saut, on va appuyer au sol, prendre le temps d'appuyer et cetera.
Donc oui, j'ai encore débordé, j'en excuse, mais oui, je regarde beaucoup la course d'élan aussi. Le ramener aussi, ouais, je regarde beaucoup le ramener. Le ramener, c'est négligé, hein, en France. Ah ouais? Vraiment. Moi, je passe, chaque séance, il y a 10 minutes de ramener en début de séance. Il y a des athlètes qui ne s'entraînent pas au ramener, mais même au niveau national, hein. Tu vois des athlètes qui ramènent n'importe comment, qui font des bombes dans le sable. Vraiment, on verra comment on ramène. C'est dommage, c'est dommage. Je trouve Mais qu'on devrait pas oublier les bases de l'athlète. du coup, quelle est ta vision actuellement de la discipline? Est-ce que tu trouves que par rapport à avant, la discipline s'est améliorée ou on va dire on stagne en termes de perf, en termes de Ah, progression? c'était mieux avant, c'était mieux avant. Hem, bah, je pense que enfin, la discipline ne stagne pas, hein, mais bon, on a quand même des alors pas chez les alors si chez les femmes aussi, hein, parce qu'on a quand même, des records du monde qui commencent à dater, notamment chez les femmes en longueur. Chez les hommes, bah, c'est pareil, des records du monde qui datent des années 90, donc je dirais qu'on a eu un âge d'or au niveau des années 90 avec Mmh. des sauteurs, des concours, en longueur qui allaient, facilement au-delà des 70. C'est moins le cas aujourd'hui, hein, aujourd'hui tu peux être dans le top 5, et ce qui est une très bonne performance, hein, je dénigre pas ça, hein, évidemment, mais tu fais 8,40 aujourd'hui, tu es dans les meilleurs sauteurs en longueur au monde. Donc j'avais ce discours avec les athlètes l'autre jour, que j'entraîne, de dire, voilà, on a un peu perdu quand même en niveau. Mais je pense qu'on a, une nouvelle génération qui arrive. On parlait de Jayden Iber tout à l'heure. Mmh. Voilà, il y a des Jordan Diaz en triple aussi qui est en train d'arriver. Heu, on a voilà, Fourlani en longueur. On a Ouais. même des athlètes français, hein, faut pas les oublier, mais on a une génération d'athlètes en France, avec les Konaté et cetera qui pareil ont beaucoup de choses à prouver, on regarde chez nos cadets, hein, on a un Ouais. cadet, Rémi Mourier, qui saute quand même à 8,05. Ouais. Il est parti aux États-Unis lui en plus. Je crois qu'il est parti s'entraîner aux États-Unis Ouais. également, mais 8,05 en KD2, enfin c'est démesuré. Bah, il y a Emmanuel chez nous aussi qui est Emmanuel Edina, ouais. ouais, ouais, qui se rapproche, tranquillement, des 16 mètres, donc faut pas oublier, qu'on a aussi un vivier en France et voilà. Mais bon, je serais partagé dans le sens où on a eu quand même des périodes énormes, mais on a quand même un vivier d'athlètes qui est en train d'arriver et ça faut pas le négliger, pas l'oublier et je trouve qu'en France, en saut en longueur et triple saut, on a quand même une formation correcte, ouais, on est assez bon là-dessus, je trouve. Parfois, on se disperse un peu trop, beaucoup de structures, beaucoup de Mmh. choses, mais en finalité, quand même, on arrive à toujours être dans le top 5 européen et après, au niveau mondial, c'est plus compliqué toujours, mais ça, c'est bon dans toutes les disciplines. Ouais. Bah, moi, j'allais parler un peu des records du monde sur, du coup, sur les 2 disciplines. Je suis assez d'accord avec toi sur la longueur où, comme tu as dit, 8,40 tu champion du monde et cetera, par rapport à avant. Parce que à part, là, Fournier qui a gagné, du coup, les mondes, là, à Tokyo, avant, c'était Tentoulou qui gagnait tout le temps 8,60. La perf, c'est une très bonne perf, Mmh. mais quand tu regardes par rapport au record du monde ou par rapport à ce qui se passait avant, tu dis, bah, il y a une progression, on va dire, technologique avec les pointes, la manière de s'entraîner, C'est la vrai, on a récupération, et parlé de ça. cetera et donc moi, j'ai un peu un avis mitigé sur ça dans la mesure où, sur les autres disciplines, après moi, je fais du sprint, donc je regarde plus le sprint, Oui, tu vois plus une progression via, tout ce qui est technologique, et cetera, avec les pointes en carbone, et cetera, par rapport au enfin, là, je parle que du saut en longueur. Par rapport au saut en longueur, je vois pas une nette progression par rapport à ça. mmh. Dans la mesure où là, le record, il est 8,95 et la seule personne qui s'est approchée de ça, c'était, comment il s'appelle déjà? Etcheverry, Ouais, sur son saut mordu, incroyable. de 2 je crois. Enfin, Mmh. c'était pas loin des Qui revient d'ailleurs, ouais, qui Etcheverry, revient. qui reprend un peu, ouais. Mais à part lui, Tentoglou, c'est un très, très grand athlète, Mmh. mais je me vois pas lui enfin, c'est mon avis perso, mais je me dis: «Il pourra pas battre le record du monde», tu vois? Ouais, je pense pas non plus, ouais. Et donc, sur le trip, à part, il a pris ça Taylor qui s'est aussi rapproché Mmh. et bah, du coup, il y a eu des gens qui ont sauté au-dessus des 17 mètres. Enfin, il y a eu, Pedro Pi Pir Pi Pichardo. Mmh. Pichardo, ouais. Il y a eu, On cherche quoi? Au-dessus des 18 mètres, à l'heure ouais, actuelle? ouais, Bah, il y avait Zango, mais bon, ouais, Zango Zango apparemment, qui il il est sur arrête la fin de aussi carrière. Il y a et Jordan Diaz, dont on parlait tout Jordan à l'heure, Diaz qui fait aussi. 18,18 m, hein, Ouais, alors qu'il a, d'avoir 24 ans, 25 ans. ouais, Donc c'est énorme et puis, bah, Pichardo qui est, moi enfin, j'ai un énorme respect pour cet athlète. Bon, moins depuis, ce qu'il nous a fait au monde là, c'était pas terrible je trouve avec l'italien là, tu ouais, sais ouais, le ouais. je dis bonjour, pas bonjour, bref. Mais Pichardo c'est énorme, enfin faut Mmh. en parler. Ce gars il a quel âge il a? Ouais, Il il est pas il je est sais même plutôt pas, jeune, hein. il a 35 ans ce gars-là, Ouais. je sais pas trop quel Ah, mais âge il a, mais c'est son dernier saut qui gagne, hein.
Pichardo, c'est un gars qui se rapproche des 18, tout le temps. Une compète à moins de 17,80 pour Pichardo, on se dit: «Il y a un truc qui a pas fonctionné». Ouais. Non, Pichardo pour le coup, c'est un grand porte-parole du triple saut et c'est un gars, il était déjà là quand, il y avait, quand Tamgo fait son Oh, 18,03, il ouais. était déjà là, ça Bah, fait quand il y des avait années qu'il est là. Taylor aussi, il Eh était oui, il là. était là, Taylor, quand il y avait, hem, En vrai, il s'est juste arrêté quand il a changé de nationalité, je pense. Parce que du coup, il y avait ouais, la oui. période où il pouvait pas sauter, Bah, il y a eu ouais, c'est vrai qu'il y a tous les Cubains là ouais, qui sont passés, qui viennent en Europe, espagnols, ouais. qui viennent italiens, qui Ouais, viennent portugais et tout, ouais. qui viennent portugais, ouais, parce que ce qui est marrant, c'est que je crois que c'est au JO. Au JO, le JO, Ouais, je c'est crois, des Cubains. les trois, c'est des Cubains. Ouais, Les trois mais du premiers, coup, c'est des Cubains. ils ont la C'est nationalité, voilà. mais ouais, L'école cubaine, excellente. ouais. Bah, du coup, bah, je me suis éloigné aussi de la question, mais du coup, tu penses que ces records vont bientôt tomber? Enfin, en tout cas, Mmh. Mmh. sur de la longueur ou sur du sprint, ou on a Longueur encore femme, ça beaucoup? me paraît complexe parce qu'on est quand même sur un record à 7,50, 7 attends, Sur le record femme? ouais, attends, j'ai un doute, je sais Heu, plus si c'est moi, je 7,52, je l'ai crois. sur le Ouais. triple, féminin Bah, puisque du triple coup, féminin, c'est c'est 15,74, ça c'est Roraz, donc bon, ouais, là on est, sur un ouais, c'est record qui a été récent battu donc ouais. récemment et voilà et je pense qu'au triple saut féminin avec, Pérez Hernandez là, on a, du lourd qui est en train d'arriver avec la cubaine. Oui, il y a Ouais. aussi, c'est un petit pays là? Sainte-Lucie, ouais, pas Sainte-Lucie, Non? non, je confonds avec le sprint, pardon. Ouais, C'est, je Dominique, non? ouais, c'est un truc, Dominicaine, par ouais, là. peut-être. Comment elle s'appelle? J'ai oublié son nom, mais elle a terminé 2e? Théa, Ouais, Théa, c'est bah, ça. bon bref, je sais plus. Moi j'ai plus tous les noms. Ça, c'est un truc qui est compliqué quand même, c'est de retenir quand même tous les noms, parfois j'ai du mal. Mais ouais, mais par exemple en saut en longueur, on va avoir du mal à le battre. C'est un record qui date, des années 60 je crois, Mmh. URSS, donc on savait pas trop, tu vois, à cette époque-là, comment c'était. Alors j'ai un doute, je sais plus si c'est 52 ou 72, mais je crois que c'est 52. Mais non 72 ça me non. Et puis après chez les garçons, triple saut, je suis assez, optimiste. Parce que comme on disait, la Diaz qui fait Mmh. 18-18, Jayden Iber qui peut arriver, qui peut faire une grosse performance également. On a Andy Diaz, Ouais. l'Italien aussi qui est en très bonne forme, qui est entraîné, par, l'ancien Italien là, qui a eu une carrière énorme, je sais plus comment il s'appelle l'ancien Italien qui a sauté, il avait encore 40 ans. Donato? Non, c'était pas Donato, c'était un autre. Bon bref, je suis en train de m'emmêler les noms. Par contre en longueur homme, oui comme tu le disais, en longueur homme ça me paraît plus complexe, ouais. Mais je pense que je suis assez optimiste sur alors, triple saut féminin et triple saut masculin, je pense que c'est encore là qu'on peut gagner, Ouais. facilement. Mais longueur, c'est un peu bouché, ouais, je trouve. Ouais. Ouais, ouais. Bah, on va basculer du coup sur un autre thème. Bah, comment tu construis du coup un athlète? Du coup, quand il y a un nouvel athlète qui arrive du coup dans ton groupe, comment tu évalues ses forces et ses faiblesses pour l'emmener sur la progression? Mmh. Ouais, bah, comme on a parlé des tests, hein. Un premier athlète qui arrive, je vais prendre des tests, je vais voir où est-ce qu'il en est sur tel ou tel, point, donc saut saut de manière générale, être capable de fournir un saut, sur le sprint également, la vitesse, Mmh. et puis quelques tests en musculation. Alors bon, si c'est un débutant, prudence, hein, évidemment toujours, moi je vais quand même faire de la musculation avec les débutants, mais je vais plutôt aller sur, voilà, initiation, technique, Mmh. plutôt technique. Donc ça, c'est la première chose. Après, bah, l'étape d'après, ça va être d'être capable de progressivement, amener vers, de la technique, donc fournir le bagage technique suffisant, heu et en même temps, lui donner, toutes les bonnes intentions, physiques, c'est-à-dire, produire de la force, produire de la vitesse et cetera. Tu fais de la détection de talent ou pas? Détection de talent, est-ce que je fais de la détection de talent? Pas réellement, alors je vais travailler pas mal avec le groupe de minimes de mon club, OK. même si voilà, je trouve qu'on a un peu de difficulté quand même à maintenir, tu sais, ce passage collège-lycée où parfois, bah, certains athlètes arrêtent ou, voilà, nous à Évry, on a un peu ce problème-là, c'est qu'au niveau de la formation, je trouve on pourrait faire mieux. Voilà, on perd un peu d'athlètes qui vont parfois, aller, dans d'autres clubs ou alors arrêter, donc ça, c'est dommage. Donc il y a cette intention, ouais, peut-être d'aller, chercher des athlètes au niveau des catégories minimes. Mmh. Après, est-ce que je fais de la détection? Pas plus que ça, moi dans mon groupe, je vais avoir des athlètes qui vont aller de niveau, départementaux à nationaux, voire, pouvoir prétendre, mais, je l'ai pas encore trop eu à des niveaux internationaux comme des sélections, mais, plutôt nationaux, mais je vais aussi bien entraîner des débutants. Donc en fait, je mélange tout ça. Après, on va pas faire forcément la même chose, hein, Mmh. chacun a son voilà, mais je trouve que c'est ça la force de l'entraîneur de club, c'est de proposer, une pratique pour tous. C'est ça qui est OK. important.
Et on avait évoqué ça dès le début, mais qu'est-ce qu'un coach apporte du coup un athlète? Oui. Qu'est-ce qu'un coach apporte à un athlète? Et ben, il va apporter, alors outre l'aspect technique et l'aspect, physique, je pense qu'il va apporter, le fait de savoir se comporter en compétition, le fait de bien réfléchir à la discipline, c'est pour moi, c'est aussi un support psychologique, hein, le coach, hein. Mmh. Parce qu'en fait, le coach, on le voit trop, comme une personne sur le terrain, mais alors sans qu'il s'immisce dans la vie, de l'athlète trop, mais voilà, c'est quelqu'un qui peut comprendre aussi l'athlète. Parfois, on a un athlète qui peut arriver en compétition ou à l'entraînement et qui va pas bien se sentir, tu vois? Oui. Et on essaie de comprendre pourquoi, donc parfois l'athlète, il a personne à qui parler et le coach, ça peut être un entremetteur, tu vois? C'est de se dire, bah, voilà, pourquoi tu te sens pas bien et cetera et comprendre pourquoi et pour ensuite, trouver la cause, pour ensuite, amener, une autre manière d'entraîner. Ouais, ouais, le coach, il doit être là pour l'athlète. C'est aussi une personne de confiance. Il doit faire prendre confiance à l'athlète. C'est pour ouais, ça, c'est important. Mais du coup, est-ce qu'une structure, enfin un club a besoin, on va dire, de, d'accompagnement dans la mesure où, OK, tu as ton groupe, enfin chaque coach a son groupe. Est-ce qu'il y a besoin d'un coach mental, un coach, un kiné, du coup, bah, une salle de muscu dédiée, et cetera? Est-ce que tu trouves que tout ça, ça pourrait favoriser du coup la progression enfin faciliter en tout cas la progression d'un athlète? Ça la facilite, forcément, ça la facilite Et donc, forcément, hein. est-ce que c'est ce qui manque actuellement dans les clubs, Oui. où on athlète? Oui, Enfin mais en France en tout cas. comme on disait, on a eu cette discussion en off tout à l'heure, c'est de dire qu'il y a les clubs et les structures. Il y a des clubs qui reposent que sur le fait qu'ils ont une piste. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a une piste, il y a des gens qui se sont dit: «Bah, on va faire un club» et ça, c'est déjà génial. C'est d'ouvrir la discipline, d'ouvrir la pratique à tout le monde. Je pense qu'il y a athlètes et athlètes. Ouais. Tu fais pas le même athlé, quand tu es dans un club, comme Athlé 91 que quand tu es dans un club, qui a, 180-200 adhérents. Mmh. Et tu fais pas le même athlé, que tu fasses de la piste ou, d'un club qui est full, hors stade. Tu vois? Donc c'est voilà, c'est ça les différentes disciplines de l'athlétisme. Je pense que, aujourd'hui, on manque de ça, oui, ça c'est certain. On a, un manque, de salles de musculation, on a un manque, de personnel autour de nous. Nous, on a de la chance au niveau, du club où je suis, c'est, d'avoir, un listing. Moi, j'ai un listing qui m'a été, donné par le club de, bah, différents, professionnels, que ce soit des kinés, des Mmh. ostéos, des médecins du sport, donc j'arrive à travailler autour de ça. J'avoue et ça je le dis, hein, ce qui manque, ce serait peut-être un prépa mental, ça c'est quelque chose avec lequel je j'ai jamais travaillé encore, Mmh. voilà, je le dis, j'ai pas eu l'occasion de le faire, mais avec plaisir, ce serait super, s'il y a des prépas mentaux, qui nous écoutent, ce serait avec plaisir de pouvoir le faire et même, de tester une ou 2 fois. Est-ce que ça se fait en individuel? Est-ce que ça se fait en groupe? Est-ce que voilà, c'est des questions auxquelles je me pose et ouais, ouais, j'aimerais bien, je m'étais renseigné un moment pour le faire, mais voilà, c'est pas quelque chose que j'ai mis en avant et on a aussi beaucoup de choses à travailler, beaucoup de choses à bosser donc Mmh. mais par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que c'est impossible de travailler seul. OK. Ça, je le dis, on a besoin de kiné, on et pareil, il faut arrêter et ça, je lance un grand message, il faut arrêter de travailler seul et de se dire que si l'athlète va travailler avec un autre coach, évidemment, on en discute, Mmh. mais un athlète qui travaille avec plusieurs coachs, c'est un athlète qui va être épanoui parce qu'il va avoir un Plusieurs approches. plusieurs approches, plusieurs points de vue et voilà, parfois, on va avoir un point de vue sur le sprint, le coach va avoir ce point de vue-là, Mmh. l'autre coach va avoir le même point de vue, mais va pas le dire de la même manière Voilà. et l'athlète, du coup, va pouvoir débloquer des choses et comprendre les choses de manière différente donc moi, j'envoie volontiers des athlètes en stage. Parce qu'en fait, en stage, c'est pas forcément toi qui vas gérer le stage et donc ils vont comprendre les choses d'une manière différente. Le nombre de fois que j'ai eu des athlètes qui sont revenus de stage et qui ont compris un truc directement et c'est ça qu'on fait pas assez en France, c'est de travailler à plusieurs. C'est ça OK. qui manque. Mais du coup, tu vois, là, on essaie de mettre, une structure pour les athlètes et cetera. Est-ce que tu trouves que les athlètes sont ingrats vis-à-vis des coachs ou même du club? Waouh! Est-ce que les athlètes sont ingrats? Dans la Hem, mesure où, OK, je sais pas, je prends un exemple, je suis athlète 91, tu es mon coach, je fais un podium national et cetera et derrière, il y a l'INSEP, par exemple, qui dit: «Oui, oui, tu fort, tu vas dans la structure de l'INSEP» et donc, bah, je lâche mon coach puisque, l'INSEP m'a appelé. Est-ce que tu trouves que c'est de l'ingratitude ou c'est normal de voilà, partir? moi je trouve que c'est pas de l'ingratitude. OK. Pour moi, c'est tout sauf de l'ingratitude. En fait, faut pas oublier, tu es athlète,
ton but, c'est quoi? Ton but, c'est de Mmh. progresser. Donc en fait, si, après, il faut que ce soit bien fait. Je veux Oui. dire, si tu as été, coach de l'athlète pendant, 3-4 ans, que là, il a l'opportunité, c'est vraiment des opportunités. Il faut pas oublier que c'est lâcher son coach. Non, non, c'est tu as une opportunité d'aller, à l'INSEP ou dans une structure ou autre, bah, tu y vas, en fait. Il y a pas de voilà. Par contre, tu en parles à ton coach, voilà, il y a ça qui s'est présenté. Là, je parle de moi, hein, parce Mmh. qu'il y a des coachs qui vont réagir d'une manière différente, même à ce que je vais dire. Mmh. Moi, je prends mon exemple. J'ai une athlète qui a intégré le pôle de Limoges il y a quelques années. En aucun cas, c'était une ingratitude. Elle avait l'opportunité de faire en même temps ses études à Limoges, en même temps intégrer un pôle, on y va. On y va parce que, bon, bah, c'est une athlète quand même que, j'avais réussi un peu à faire progresser, donc j'étais content pour elle et il fallait que ça continue et je pense que c'était vraiment la meilleure année pour qu'elle y aille. Donc faut pas oublier que c'est l'athlète. C'est l'athlète qui est le premier devant les résultats, en Mmh. fait. Donc le coach, faut qu'il prenne parfois du recul. Après, si c'est mal fait, oui, on peut en discuter. Il faut que ce soit quand même cordial, correct, mais les coachs, n'empêchez pas vos athlètes, de changer de coach ou d'aller voir ailleurs. Si je le répète, si c'est bien fait, c'est pas un problème. Voilà. Après, si ça marche bien avec le coach, pourquoi changer? Faut pas oublier que voilà, c'est pas parce que tu as vu sur Insta que tel coach il faisait ça ou ça, c'est super, machin. Moi, je poste quasiment rien sur Insta et pourtant j'ai des athlètes qui viennent avec moi et que ça se passe Mmh. bien et c'est souvent le bouche à oreille entre athlètes qui Ouais, fonctionne ouais. aussi. Donc voilà, faut pas se dire: «Ce coach-là, il a, tous les meilleurs athlètes de France». OK, alors peut-être qu'il fonctionne super bien, mais voilà, peut-être qu'avec toi ça va pas fonctionner. Voilà, faut voir aussi. Faut bien réfléchir plutôt que se lancer directement dans le truc. Qu'est-ce que tu penses des athlètes, enfin, pardon, des coachs qui ont des groupes élites? Dans la mesure où il y a que des, on va dire, des gens, qui ont un niveau national, et est-ce que c'est bien déjà pour la concurrence saine, ou ça peut très vite dégénérer sur, enfin, tous les entraînements, pardon, ça serait que de la compétition, et l'athlète progresse pas forcément puisqu'il est toujours en mode compétition. Donc en termes de technique, enfin, je parle du sprint ou comme de la longueur, donc en termes de technique, d'apprentissage, ça rentre pas forcément très bien vu qu'il est, tout le temps en mode: «Je vais être le meilleur sur cette Mmh. séance-là». C'était le cas, vous aviez reçu, CRMS, non? Non, vous aviez pas reçu, Ouais, il vous parlait un peu de ça, je me rappelle, j'avais vu deux trois choses, mmh, comme quoi c'était la compète un peu dans ouais, le groupe. Moi, je trouve pas que ce soit une mauvaise chose, en fait, la compétition, hein, dans un groupe. On forme des athlètes pour la compétition. mmh, C'est-à-dire qu'on n'est pas en EPS. ouais, On est dans un sport qui, à la finalité, vise des podiums, vise des qualifications à des compétitions, plus importantes. Donc, non, la compétition, c'est un bon moyen. Après, attention toujours, là, je remets la casquette pour d'EPS, attention toujours à ce que ce soit bienveillant, à ce que ce soit, bien amené. On a de nombreux athlètes qui, malheureusement se sont mal intégrés à des groupes et donc ça ne fonctionne pas et donc on s'entête à se dire: «Mais si, ça va fonctionner», mais non, ça ne marche pas donc la compétition, oui, mais de manière contrôlée et de manière, saine quoi. saine, voilà, toujours, c'est ça le mot, c'est saine, bienveillant, toujours être, voilà, si le coach voit que ça tire certains vers le bas plutôt que d'amener tout le monde vers le haut, c'est pas une bonne chose. Mais du coup, est-ce que le problème c'est les athlètes, ou ça sera le coach? Parce que j'ai un exemple sur, Ellen Thompson et Shelly-Ann Fraser qui étaient dans le même groupe, et bah, Ellen Thompson elle est partie puisque, ouais, je crois que c'est ça, puisqu'en fait c'était tout le temps la compétition, elle arrivait pas du coup à, Bon, bah, là, c'est le coach. ouais, Bah, là, quand tu es coach et que tu vois que, tu as 2 athlètes qui sont au meilleur rang mondial et que ouais, tu es pas capable de forcément les faire travailler ensemble, le coach se doit de mettre en place, ou soit de prendre qu'une des 2 athlètes, de base, en fait. De mmh, se dire: «Ça va peut-être pas fonctionner et on fait des tests, ça fonctionne pas, on arrête», plutôt que ce soit l'athlète elle-même qui se dit: «Je pars». Le coach, il a aussi, ce recul de de à se chaque remettre en question comme voilà, tu dis à chaque fois. se remettre en question. Au Mmh, bout d'un moment, ça fonctionne pas, comment je gère? Est-ce qu'on fait des séances séparées? Est-ce que voilà? Mais, c'est pas normal que ce soit un athlète de quitter le groupe parce que ça va pas avec les autres. mmh. Moi, j'essaie dans mon groupe et je pense que c'est le cas de beaucoup de coachs, de mettre une ambiance correcte, une ambiance saine, une ambiance où, tout le monde se tire vers le haut et au contraire que certains soient relégués Ouais. aux grandes, Genre, voilà. toi, tu as un niveau départemental, donc tu es à côté, Voilà, ça c'est ouais. pour moi, c'est très mauvais. Alors oui, c'est pas le même niveau, oui. Oui, Donc forcément, le coach va peut-être pas avoir la même approche, heu, mais en finalité, moi, je vais avoir les mêmes objectifs, de progression pour un départemental que pour un national. Alors, c'est pas les mêmes objectifs de qualification ni de compétition, forcément, on vise pas la même chose. Mais, moi, si mon athlète départemental, il a battu son record de 30 centimètres, bah, je suis très heureux. Je suis super content. c'est toi qui choisis enfin, tu fais la programmation des compètes, ou c'est les athlètes qui proposent, et par rapport à ce qu'ils veulent faire, tu ajustes les séances, par rapport à ça? Moi, c'est les 2 parce que bon, actuellement, j'ai pas forcément,
À l'heure actuelle, hein, je vais avoir des athlètes de niveau nationaux, donc on n'est pas sur des finalités internationales. Donc finalités internationales, on va plutôt chercher des meetings Mmh. nationaux, des et puis même, il y a des tu souvent invité, hein, sur ce genre de meeting. Donc tu crées un peu à ta guise. Moi, les athlètes, ils ont un calendrier de compétition dès le début de l'année et en fait, ils ont un système, toujours dans l'application dont je parlais là, ils ont un système où ils vont cocher leurs dispos. Parce que moi, j'ai des athlètes qui sont jeunes, Mmh. mais j'ai aussi des plus vieux. Donc des athlètes qui vont avoir 30 ans, qui sont dans la vie active, qui ont pas forcément toujours des disponibilités. Donc, ils coachent leur disponibilité et après moi, je vais leur donner mon regard. De leur OK. dire: «Bah, tu vois, bah, regarde là, c'est un peu trop proche», sachant qu'en plus là, on est dans une période où on va avoir une semaine un peu lourde. Mmh. Est-ce que c'est important de le faire? Si on l'a fait, oui, mais dans ce cas-là, attends-toi à ce que ce soit juste une compète entraînement. On connaît Mmh. ces fameuses Ouais. compètes, hein. Donc voilà, il y a c'est un peu des 2 côtés. Ils vont dans un premier temps choisir leur compétition, ils peuvent venir et après moi je vais leur dire: «Bah, tiens, tu as pas pris celle-ci alors que sur celle-ci, il y a un gros plateau de triple saut ou de longueur. Mmh. C'est une compétition où il faut pas le louper» et voilà. Ça, c'est souvent pour les athlètes un peu plus, qui ont un peu plus d'expérience ou voilà, qui cherchent à être qualifiés nationaux. On cherche toujours à avoir des plateaux, voilà, venir à un plateau où c'est toi qui mets 1 mètre à tout le monde, ça n'a aucun intérêt. C'est comme Ouais. si toi tu cours et que tu mets, 10 m, ça Bah, n'a ouais, voilà. ouais. Donc oui, les 2. OK, et comment tu construis du coup la relation de confiance entre athlète et coach, Cohésion. C'est-à-dire cohésion? que je vais, moi je vais être un coach un peu, heu, pas comme je disais, c'est pas descendant, c'est il y a des 2, descendant, ascendant. On apprend des athlètes, ils nous apprennent, voilà, quand j'ai commencé à coacher les haies. Je faisais du haies, triple et longueur. Voilà, moi je connaissais moins les haies, mais j'adorais ça. Mmh. Mais je connaissais moins et j'ai commencé à coacher des athlètes qui avaient un très bon niveau et qui m'ont beaucoup appris, en fait. Donc je pense que la relation, coach-athlète, elle se crée, par les athlètes et par les coachs. Faut arrêter de penser que le coach a, la vérité vraie et que, il y a que lui qui peut apporter au groupe. Les athlètes s'apportent entre eux, les athlètes apportent au coach apporte aux athlètes et cetera et c'est grâce pour moi, on est une équipe, en fait. C'est Mmh. si tu fonctionnes pas en équipe et que tu te dis: «C'est un plus un groupe de 10, ça fonctionne pas et les athlètes se sentent pas impliqués dans le projet. Les athlètes, ils se sentent impliqués dans le projet à partir du moment où tu leur laisses une certaine liberté dans des choix, à faire. Alors évidemment, le coach balise, hein, tout au long de l'année, mais l'athlète doit pouvoir avoir certains choix. Un athlète qui peut pas faire de choix lui-même, c'est un athlète qui concrètement fonce tête baissée vers, la non-performance et voilà, si c'est que la vision du coach, ça fonctionne pas. OK. Bah, Mais écoute, ça, je suis c'est assez encore d'ac ma vision. moi je suis assez d'accord avec Bon, toi, bah, hein. très bien, mais je suis pas sûr que ce soit partagé par tout le monde, mais voilà, je suis ouvert à la discussion, il y a pas de souci. Et du coup, enfin là tu m'as parlé du coup de l'outil que tu utilises qui s'appelle? L'application, c'est un Padlet, c'est un truc tout simple, OK. hein, Est-ce que tu as ouais. d'autres trucs comme ça que tu utilises pour la performance? Ouais, alors, j'ai utilisé, mais j'ai pas encore eu l'occasion de le faire à Evry parce que j'ai pas forcément le matériel, mais je vais peut-être pouvoir le faire, cette année ou l'an prochain, des cellules, hein, le classique, hein, qu'on On a des utilise tous. cellules à Évry? Non, mais Ah OK. je vais peut-être pouvoir utiliser, voilà, par le biais de l'université, on a Ouais, toujours des OK. moyens de pouvoir, travailler avec eux. Non, on n'a pas de cellule à Évry, mais j'ai utilisé quand j'étais à Nantes, OK. parce que Nantes à Nantes, je travaillais, au stadium, Pierre Oui. Quinon, donc j'avais, accès parfois à du matériel de la ligue ou autre chose et donc j'ai utilisé des cellules. Donc ça, c'est un outil qui est incroyable, hein, Ouais. pour pouvoir travailler, pour voir moi, je l'utilise aussi, bah, sur un sautoir, en fait, qui permet de voir l'approche planche, la vitesse que tu as à l'approche de la planche, donc ça, c'est très intéressant. Je parlais de l'Opto-Jump tout à l'heure, qui Mmh. nous donne, sur les championnats de France pas mal de retours, de données qui sont hyper importantes qu'on peut réutiliser, dans nos entraînements. La vidéo, hein, Oui. bah, c'est tout bête, mais la vidéo, c'est très important. Moi, je filme pas les athlètes, c'est les athlètes qui se filment, et après on fait des retours. Mais en fait, je prends voilà, on connaît nos téléphones, ils sont blindés de vidéos, donc ce qu'on fait, c'est que moi, quand je filme, en fait, ils ont, là, c'est ce qui va être créé cette année dans le groupe, c'est un Google Drive. En gros, chaque athlète a son dossier et Et je mets les vidéos dans le dossier. Donc l'idée, c'est qu'à la fin de la saison hivernale, par exemple, il a des vidéos de compétition, il a des vidéos d'entraînement, mmh. même des vidéos de musculation. Il se rappelle plus d'un exercice, tac, on l'a fait, il est dedans. Donc l'athlète, en fait, il a un support. Moi, l'idée, c'est de faire que l'athlète puisse s'entraîner si je suis pas là, bah, faut pas qu'il En soit en mode, autonomie, ouais. «Le Ouais. coach est pas là, comment on s'organise?» Non, non, c'est voilà, donc bon là, je suis encore en train de bifurquer, mais donc c'est outils vidéo, outils, d'application pour avoir un suivi des athlètes et puis, si possible avoir, des capteurs et cetera, mais voilà et puis même, maintenant il y a plein d'applications vidéo, qui intègrent l'IA, hein, Oui. enfin, on en parlera peut-être, j'en sais rien, dans les questions qui arrivent, mais en tout cas l'IA, c'est en train de prendre une petite place importante qu'on n'a pas forcément en tête, hein, les coachs, mais tu as des applications maintenant où tu filmes l'athlète,
tu filmes la foulée de l'athlète et il te dit, bah, voilà, foulée plutôt aérienne, plutôt Ah terrienne, OK, ça plutôt, je c'est des choses qui existent déjà, hein, qui te permettent rien qu'en filmant d'avoir des données, sur, la distance entre les appuis, la hauteur de ça bassin. c'est vachement bien ça. C'est super. Je crois que ça s'appelle, Ochi, une des applications. Bon, c'est payant, par mois, mais En vrai, ça peut servir comme au coach, comme à l'athlète aussi, si tu as besoin de revoir tes courses et tu dis: «OK, clairement. qu'est-ce qui n'a pas marché?» et cetera et Mmh, que, bah, tu le mets dessus et que l'IA te dit: «Ah là, c'était comme ça», bah, clairement, ouais. tu peux t'améliorer Mmh. toi-même, quoi. Après, il y a plein d'outils vidéo aussi. Il y a des Mmh. applis vidéo qui existent, Ouais. hein. Tu as, Coach Eyes, sur ordinateur, tu as Kinovea qui fonctionne très bien aussi. Voilà, c'est des applications. Tu as, Fish Eyes aussi, qui est une application très connue pour les coachs. Mmh. Mais, voilà. Ah mais je t'ai pas demandé, mais comment tu prépares les C'est séances en Dartfish, pas Fish Eyes, pardon. Comment je prépare les séances? oui, enfin, tu as un planning, enfin, par mois, Ouais. En OK. gros, bah, moi je réinvente pas, hein. C'est-à-dire que je suis un petit produit fédéral, donc j'ai été formé grâce à ça et puis évidemment j'ai, adapté un peu par rapport à moi, mes besoins. Mais moi je travaille ma saison en 4 grands, ce qu'on appelle les mésocycles. C'est-à-dire avoir un cycle de reprise, un cycle de développement, pré-compétition Mmh. et compétition. Donc là, par exemple, ce serait, enfin c'est actuellement, on est en fin de cycle de développement. Là, on a travaillé à fond pendant octobre, novembre, mi-décembre. Et après on est sur une pré-compétition jusqu'à mi-janvier et gros cycle de compétition où là on va être vraiment dans le détail, Mmh. sur le mois de janvier-février. Voilà, ça c'est vraiment des athlètes qui vivent les championnats de France. Si on était sur des athlètes qui visaient pardon, des championnats ultérieurs comme en mars sur des sessions internationales, bon bah là on les compétitions arriveraient plus tard dans l'année. On Mmh. serait plutôt sur du mois de janvier-février pour des meetings nationaux. Et puis après, bah, comment je gère ma séance? Ça dépend de la séance. Est-ce que c'est une séance de vitesse? Est-ce que c'est une séance de course longue, lactique? Est-ce que c'est une séance de technique saut, de muscu? Si je dois parler d'une séance de technique, saut par exemple, parce que c'est peut-être le plus intéressant, c'est ouais, Ouais. séance technique saut, bah, moi je mets en place un protocole d'échauffement qui dure entre 30 et 40 minutes, où les athlètes en fait, ils ont, toujours le même protocole, qui va intégrer absolument tout ce qu'ils doivent travailler, plus, ils ont 5 minutes de libre, c'est-à-dire de mobilité, de mobilité articulaire ou mobilité force, de libre. Mmh. Et après à la fin de l'échauffement, ils ont 10 minutes libres de gamme où là, bah, chacun fait en fonction de ses besoins et toujours en fonction de la séance qui arrive après, hein. Ils savent que si c'est une séance saut, bah, ça va plutôt être des gammes, en finalité, des gammes techniques saut. Et puis, bah, si c'est en séance sprint, progresser enfin mettre de la vitesse progressivement. Donc ça, c'est pour le protocole, échauffement. Et après, bah, je vais avoir sur une séance saut, mes 10 minutes de ramener dont je t'ai parlé en Ouais. début. Et après plutôt la partie commune où là on va, travailler sur des gammes de bondissement, des exercices communs et après on va finaliser avec, des exercices en individuel, c'est-à-dire les longueurs d'un côté, les triples de l'autre. Et là, bah, par exemple, ça va être des exercices précis sur des objectifs précis, et on finit toujours par quelques sauts avec un peu plus d'élan. Moi j'aime bien travailler sur du 8 et 10 foulées, Mmh. jamais plus. Pour moi ça a pas grand intérêt de travailler plus d'élan, mais voilà. OK et bah, dans ton groupe, est-ce que, tu as déjà eu des athlètes qui ont eu des moments de doute ou des moments de frustration? Comment tu as géré ça? Ouais, bah, les moments de frustration, ça peut venir des blessures notamment, hein, où Mmh. tu es en plein dans ta saison, tu es bien, il y a aucun problème et puis, bah, quand tu, comprends pas forcément, il y a la blessure qui arrive, la déchirure, le claquage, le ça, c'est quelque chose à gérer qui est compliqué. Là, le rôle de l'entraîneur, c'est toujours la petite remise en question, de se dire: «Qu'est-ce qui a pas fonctionné?» et cetera. Et à côté, bah, c'est, très vite apporter des solutions. C'est-à-dire, que, bah, mettre des petits moments de repos évidemment, mais il faut pas non plus pendant un moment de blessure, alors sauf s'il y a contre-indication Du du médecin? docteur, du Ouais. médecin évidemment, hein, parce qu'il faut travailler aussi avec lui. Mais, c'est de se dire, bah, toujours intégrer l'athlète au groupe. Pas lui dire: «Allez hop, on se voit dans 3 mois», ça c'est la pire chose à faire, hein, sauf si évidemment, bah, Ouais, voilà, on a des ligaments ouais. croisés, on a des choses qui vont pas. Là, si l'athlète, il a une déchirure, il faut continuer à le faire venir sur des séances, à le faire venir en muscu, à le faire venir voilà, évidemment on adapte, hein, Mmh. mais voilà, garder ce lien avec le groupe, ça c'est hyper important. Donc ça, c'est les frustrations, donc blessures. Après les doutes, on en a forcément. Bah, des moments de doute, c'est de se dire: «Ouais, j'ai des athlètes en ce moment, par exemple, dans le groupe qui se disent, «Bah, j'ai moins de progression, ça va plus, est-ce que je vais peut-être, me réorienter sur autre chose?» Et ça, je l'entends tout à fait. Mais toujours la communication. Il faut communiquer avec son coach. Il faut lui dire ce qui va pas et là, le coach, bah, du coup, il peut remédier à ce genre de choses. Mais voilà, la communication athlète-entraîneur, pour moi, c'est primordial. Si on communique pas, bah, c'est comme dans un couple, hein, si on communique Mmh. pas, ça marche pas et je vais Ouais l'apprendre à personne, hein. et bah, comment tu fais pour qu'il soit prêt le jour J?
Alors le jour J, c'est, pas une préparation de jour J, hein, c'est une Oui. préparation en amont. Donc on est sur, le détail, dernier réglage, Mmh. la visualisation aussi, de se dire voilà, moi je travaille beaucoup avec la visualisation et les mimes. C'est-à-dire de se dire, j'ai en tête mon triple saut, voilà, course d'élan, passage sur la planche, engagement du cloche-pied et cetera. Ça c'est voilà, la visualiser son saut étape par étape, savoir ce qu'on a à faire à tout moment pour pas que ce soit en bout de piste sur une compétition importante de se dire: «Qu'est-ce que je dois faire?» Non, faut que ce soit inné, on ne réapprend pas à sauter le jour de la compétition. Les automatismes, ils doivent être créés, ils doivent être voilà, c'est pour ça qu'on s'entraîne, hein, c'est à ça que sert l'entraînement, créer des automatismes et donc voilà et donc aussi, ouais, le tout ce qui est travail de mime, être capable de mimer son saut, travailler la coordination en mimant. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup fait, dans mon groupe Mmh. et puis voilà, travailler les détails. On sait qu'on a encore un peu à gagner sur le ramené, on sait qu'on a encore un peu à gagner en vitesse. Voilà, on va orienter plutôt le travail de la dernière semaine sur ce genre de choses. Et puis c'est prise en confiance. OK. Surtout, tu vas pas le faire sauter, sur beaucoup de foulées, il y arrive pas, cata. Non, il faut le mettre en confiance. Il faut lui dire: «Voilà, ça tu arrives, c'est bien». Il faut lui faire des choses facilitantes, de se dire, «Là tu y arrives, tu vois que tu y arrives» et là la tête va rentrer et arriver en compétition avec le maximum de confiance. C'est ça l'objectif. Arriver en confiance et arriver avec, l'objectif en tête. C'est ça l'objectif, enfin l'idée. C'est qui l'athlète, là, actuellement, depuis que tu t'entraînes, où tu t'es dit: «C'est facile de l'entraîner»? Puisque peut-être il comprend tout, ou peut-être il a des dispositions déjà, naturelles ou enfin, quel athlète où tu t'es dit: «Lui, en vrai, est-ce que j'ai besoin d'être son coach?» c'est Ouais, facile, quoi. donc là, je dois nommer un athlète forcément? Oui. OK, très bien. C'est pas facile de nommer un athlète parce que forcément, Bah, un top 3 alors si tu veux. voilà, je fais un top 3, j'en sais rien, mais bon, forcément, si je fais un top 3, j'en oublie quelques-uns. Bon, j'ai un athlète, il le sait, hein, pour moi, ce sera un coach et à partir du moment où tu as cette expertise-là, voilà, tu es capable de le faire. On en a parlé, c'est Samuel Da Silveira qui est capable de comprendre rapidement et qui est dans un questionnement, en fait. Pour Mmh. moi, l'athlète doit être curieux. S'il est pas curieux, en fait, ça marche pas non plus. Il faut comprendre pourquoi je fais ça, pourquoi l'entraîneur me dit de faire ça. Mmh. Donc voilà, après, facile à entraîner, je dirais, Audrey Ratovo qui est, sauteuse en longueur et qui a sauté, qui a été championne de France il y a 2 ans, Mmh. qui comprend vite, qui comprend bien. Voilà et puis, une athlète que j'ai entraînée, mais que j'entraîne plus malheureusement, parce que voilà, il y a aussi des envies de faire autre chose. Donc, Ouais. voilà, on arrête l'athlé, c'est pas grave, mais, c'est, Fanny Nsia qui a été qui a été athlète de triple saut et Elle a pareil, arrêté? ouais, qui a arrêté 1 an, qui a peut-être voulu reprendre cette année, mais voilà, c'est un peu compliqué toujours avec, l'organisation qu'on a aujourd'hui donc, voilà, il y a cet arrêt, mais c'est pas forcément voilà, on se tourne vers d'autres projets, d'autres Mmh. voilà, c'est pas une finalité en soi. Donc voilà, je dirais, voilà, Samuel, Audrey et Fanny, mais j'en oublie plein, voilà, il y a d'autres athlètes que j'aime beaucoup dans mon groupe, ils se connaissent, voilà, l'idée c'est pas de mettre le point sur les meilleurs, au contraire, c'est de parler justement de ceux qui s'adaptent le mieux à ce qu'on dit. C'était ta question. Mmh. Est-ce que tu peux nous raconter un moment marquant de réussite ou d'échec en tant que coach? Où tu t'es dit: «Là, c'est vraiment ma faute» ou à un moment, tu t'es dit, «Là, c'est un peu grâce à moi», puisque pour Mmh. toi, c'est beaucoup l'athlète et un peu le coach? Alors un moment marquant, Ou un moment où tu étais fier? ouais, un moment dont je suis fier, moi je suis fier à chaque séance, hein. Mais, non, un moment marquant, je pense, c'est la 1re qualification d'un athlète au championnat de France. OK. Voilà, c'est de se dire, c'est un athlète que j'avais depuis Mmh. éveil poussin et que j'ai réussi à amener en cadette sur un championnat de France, cadet junior du coup et qui finit top 5. Donc de se dire en fait le chemin parcouru il est Ouais. énorme. Voilà, c'est Louise Kremer, que j'entraînais quand j'étais à Nantes et qui concrètement, comprenait vite, apprenait vite. J'aurais pu la citer tout à l'heure, hein, et j'avais en tête que les athlètes d'Evry, mais ouais, moment marquant vraiment. Ouais, 1er championnat de France en tant que coach. Mmh. De dire: «Ça y est, c'est la cour des grands, on y va» et c'est vraiment ça que je veux faire, quoi. J'adore ça, et puis voilà, on discute avec les coachs, on est en tribune, on voilà: «Toi t'entraînes qui? OK, super, moi j'entraîne Louise», voilà, bon bref. Ça, c'est bien. Après, moment de «désillusion» entre guillemets, c'est ça que tu Ouais. demandais? Hem, Ou tu avais une attente ouais. et finalement, tu t'es dit: «Bon, bah, voilà». Il y a des ouais, alors, avec Fanny, on a eu beaucoup
de podium en France. Elle n'a jamais eu de médaille d'or. Ça, c'était un peu les désillusions à chaque fois. Il y a des championnats de France où son tout premier championnat de France, à Fanny, elle arrivait vraiment avec l'objectif du podium. Elle fait pas de podium, donc forcément, Oui. nous, on arrivait avec des objectifs grands et c'est sur le dernier essai qu'elle se fait prendre la troisième place. Et Donc, toi, comment tu gères du coup bah, elle était un petit peu abasourdie, hein, Mmh. voilà, on avait tout mis en place. Donc moi, peut-être que, j'étais encore un peu jeune, je pense, dans ma manière d'entraîner. Peut-être que je me suis Oui. dans ma tête, tu vois, je me suis peut-être dit: «C'est fait, quoi, on va Mmh. l'avoir» et même pendant tout le concours, je l'ai, heu, je l'ai dit: «T'inquiète, ça va aller». Alors qu'en fait, maintenant, quand j'ai un athlète qui est au 5e essai, 4e essai et il y a quelqu'un qui pousse derrière, tu vois, qui arrive, Mmh. maintenant je vais avoir une attitude en mode, «Concentre-toi, c'est pas fini, on est toujours prêt à faut fournir un saut». Je pense que j'ai eu une attitude où je lui ai dit: «Allez, c'est fait, quoi. Mmh. C'est bon, t'as ton podium» et elle l'a pas eu et là, je m'en suis voulu parce que je me suis dit: «Peut-être que, j'en ai pas donné assez, quoi. J'ai peut-être été trop serein pendant le concours» et là, à partir de ce moment-là, bon là, ça fait un moment, hein, c'était il y a 5-6 ans, heu, mais voilà, maintenant, quand j'ai un athlète qui est sur les championnats de France, c'est voilà, focus jusqu'au bout et on cherche vraiment à toujours grappiller, c'est jamais terminé. Tant qu'on n'est pas sur la boîte, tant qu'on Ouais. n'est pas sur le podium, c'est pas terminé, quoi. Et du coup, est-ce que tu as déjà rencontré un imprévu sur une compétition? Genre où tu t'es dit enfin un imprévu Ouais. total Ah quoi? oui, oui. Ah, je prends encore l'exemple de Fanny, mais Fanny, elle arrive, pas en grande forme sur des championnats de France à Nantes, cadet junior. Elle était junior, ouais, junior 1, je crois et on savait qu'elle pouvait pas faire Mmh. tout le concours. Donc on arrive, c'était un peu un hold-up, hein, on s'est dit, «On va tenter un saut». Mmh. Donc, bah, là, l'imprévu, c'était qu'elle soit blessée en arrivant au championnat de France, quoi. Ah ouais. Donc elle arrive blessée et on se dit: «Bah, on tente un saut». On a fait le hold-up, elle finit 3e, donc on s'en sort pas si mal. Un Ouais, saut. Elle a fait un saut, elle a arrêté. OK. Voilà et voilà, donc c'est imprévu, mais on a quand même réussi un peu à gérer, donc elle aurait pas fait 2, elle serait vraiment encore plus blessée, voilà. Donc Mmh. on l'a tenté, elle était d'accord, les parents étaient d'accord, donc voilà, c'est ça aussi de se dire: «Est-ce qu'on le Ouais tente?» là On le tente, OK, bon, on le tente, ça a fonctionné, ça aurait pu ne pas fonctionner. C'est des paris à faire, hein, toujours. C'est voilà. et je sais pas si tu as déjà entendu parler, mais dans les animés, on parle de zone des fois, enfin d'un moment où un athlète, il est vraiment, au top de sa forme, où rien ne peut lui arriver. Je prends un exemple, par exemple Fanny, heu, si entre guillemets «elle est dans la zone», elle saute, bah, elle fait record du monde ou enfin je dis ça comme ça, mais est-ce que tu as déjà senti un athlète sur une compétition qui était vraiment, on va dire très, très fort par rapport à ce que tu attendais de lui, quoi? Bah, oui, oui, il y a des compétitions, même nous en tant qu'athlète, hein. Mmh. On arrive en compète, on se dit: «Waouh, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? J'ai les jambes, je sais que je peux aller chercher quelque Ouais. chose, quoi» et ça, quand le coach le ressent, il faut appuyer dessus, quoi. Il faut lui dire: «C'est aujourd'hui, c'est maintenant que tu vas aller chercher ton record. Ça fait 6 mois que tu travailles dessus, c'est maintenant» et en tant que coach, il faut le repérer. Alors, on le voit, hein. En vrai, je dis ça, c'est pas compliqué à repérer, hein. Tu le vois à l'échauffement, c'est facile. Ouais. C'est facile, ça enchaîne les rebonds, tu es là, tu es en facilité dans l'approche du bac, dans la vitesse, tu arrives à traverser rapidement la planche. Donc voilà, après, le concours, il est à gérer d'une manière particulière dans le sens où tu parlais de zone, moi je parle de zone à risque et zone de Ouais, maîtrise. faudrait pas qu'il soit trop en confiance du coup. Voilà. OK. En fait, pour moi, il y a 2 zones. Il y a la zone à risque et la zone en maîtrise. Zone maîtrise, c'est je fais un saut, voilà, j'ai un record à 12,50 imaginons. Je fais un saut, ma zone de maîtrise, c'est, 12-20. Je sais que dans tous les cas, je fais 12-20, c'est facile. Mmh. Zone à risque, c'est de se dire: «Je mets un peu plus de vitesse, je vais essayer d'envoyer un cloche un peu plus grand». Je sais que voilà et ça, c'est une zone où on sait qu'on peut mordre, on sait qu'on peut pas finir le saut, mais c'est grâce à cette zone à risque qu'on va pouvoir essayer d'aller chercher plus loin. Donc en fonction de la typologie du enfin la de l'organisation du concours, si Mmh. c'est 6 sauts, si c'est 3 sauts plus 3, on sait pas trop. Bah, parfois je vais dire au pro allez à l'athlète, «Allez, premier essai, zone à risque, on y va, on met tout» et après, vu que je sais qu'il a pas trop de problème de marque, Mmh. on en valide un au deuxième pour avoir 3 sauts en plus, tu vois? C'est ça. Donc zone à risque, zone de maîtrise, ça c'est quelque chose que j'utilise pas mal aussi, ouais. OK. Bon là, on va bientôt terminer, quel conseil tu donnerais à du coup à une personne, enfin, par exemple Samuel qui veut se lancer là en tant que coach? Samuel, si tu veux te lancer non, en gros, si tu veux te lancer en tant que coach, pour moi déjà, faut démarrer par, les petites catégories. OK. C'est-à-dire, faut arrêter de se dire, «J'ai été athlète de haut niveau, j'ai été, très fort dans ma discipline, je connais tout». Pour moi, OK, tu connais tout, mais
c'est bien, déjà c'est super, ça veut dire que ça va être facile pour toi, mais tu as jamais eu affaire à des athlètes, à entraîner des athlètes, tu as jamais eu affaire à un Une public, structure, un club. à une structure, et cetera, donc c'est pas simple de comprendre comment fonctionnent les athlètes. Je pense que le fait de démarrer par des petites catégories, ça forme énormément. Ça forme dans la gestion d'un groupe, Mmh. ça forme dans des choses qui sont pas attelées, en fait, qui sont universelles dans tous les méthodes d'entraînement. Gérer un groupe, gérer le timing, être capable d'apporter le bon feedback au bon moment, tu vois? Mmh. C'est ça et voilà, je vois beaucoup d'athlètes aujourd'hui qui se disent: «Je vais entraîner, super, je fais du triple saut, je fais de la longueur, je fais du sprint, c'est parti, donnez-moi des athlètes qui sont hyper forts, je les entraîne». Pour moi, on doit déjà être capable, avant d'entraîner des gens forts, on doit être capable de former. Si tu es pas capable de former quelqu'un, tu peux pas amener quelqu'un au plus haut niveau. On a beaucoup de coachs aujourd'hui qui récupèrent des athlètes très forts, alors qui arrivent à les amener au plus haut niveau, mais parfois ils arrivent juste à les maintenir au plus haut niveau. Ouais, Parce que voilà, moi tu me donnes, on parlait tout à l'heure du Jamaïcain. Bah, tu me le donnes, OK, il va faire 17,80, il sera déjà au plus haut niveau mondial. Est-ce que je l'aurais fait progresser? Pas forcément. ouais. Donc c'est ça, c'est être capable de former. Donc pour les jeunes entraîneurs qui veulent démarrer, c'est déjà se lancer, aller voir les clubs, demander à se former parce que les clubs, ils ont besoin de coach. Donc évidemment que si tu dis: «Bah, moi je serais chaud d'entraîner, c'est parti». Bah, vas-y en fait, va voir un coach de ton club, comment ça se passe les formations. Si tu veux pas être coach, bah, on a besoin de juges, tu vois? On a besoin de Mmh. voilà, si tu veux faire vivre l'athlète, si tu veux faire vivre l'athlète, il faut s'impliquer dans ton club et un jeune coach, il doit, faire les formations fédérales, il doit, lire d'autres choses, il doit pas forcément que lire de l'athlétisme, voilà. Moi, parfois, je pioche des trucs, j'ai pas beaucoup d'amis qui bossent dans le rugby, qui bossent dans le basket, heu, on se donne des petits conseils, tu vois? Donc Mmh. c'est aussi, voilà, aller voir ce qui se passe dans d'autres disciplines et voilà, on sait, aller voir des interviews sur YouTube, aller voir des choses comme ça. Pas forcément parce qu'on fait ça, mais je veux dire, allez, voilà, il y a plein d'entraîneurs qui ont fait des choses sur YouTube qui sont intéressantes et même il y a des séances qui sont filmées, tu vois? Donc, Ouais. voilà, se renseigner, avoir l'envie de découvrir, avoir l'envie d'apprendre. C'est ça surtout qui est important. Et du coup, l'inverse, quel conseil tu donnes, du coup, à un athlète pour que ça se passe bien avec son coach? La communication, hein. OK. On l'a dit, hein, on l'a dit tout à l'heure, communiquer au maximum, vraiment. Ne pas laisser des choses de côté. «Ah tiens, j'ai mal un peu, à mon ischio droit, oh c'est pas grave, on va laisser traîner», tu vois? Mmh. Nombre de fois que j'ai entendu ça. «J'ai mal depuis lundi». Ouais, mais on est dimanche, tu vois? C'est problématique, on est en pleine compète, tu as mal. Ouais. Donc ouais, non, communiquer vraiment. Et du coup, dernière question, comment tu vois le métier, enfin, le métier de coach dans l'avenir? Est-ce que c'est un métier qui va encore changer, par rapport à la aux manières d'entraînement, par rapport aux technologies ou tu trouves, enfin, ou la progression, on va dire, elle sera, on va dire, progressive, pas, très évolutive? Bah, je pense que ça va changer. Mmh. Parce qu'en fait, on évolue sur plein de points, hein. On a dit, les datas ça évolue, notre matériel il évolue, donc il faut s'adapter aussi au matériel et cetera. Après je pense qu'il faut pas oublier les basiques, les fondamentaux. On C'est a peut-être le risque en vrai, sur le métier de coach, dans la mesure où il y a plein de choses qui arrivent et cetera, mais comme tu as dit, en fait, il y a des bases en athlée que tu dois t'approprier et ouais, souvent, ouais. bah Il y a des bases qu'on va pas réinventer. oui. Je veux dire un saut en longueur, ça reste un saut en longueur. Après, il y a des outils qu'on peut amener pour mieux t comprendre, Mmh. que ce soit l'athlète, que ce soit le saut, mieux analyser, faire des feedbacks corrects et on parlait tout à l'heure de l'IA, on parle de voilà et je pense qu'à long terme, on va avoir des alors ça, c'est problématique par contre, parce que je pense qu'à long terme, il y a certains entraîneurs qui vont demander à ChatGPT, «Salut, salut, fais-moi une séance pour 12 personnes». Ouais. Non, tu vois? Je suis pas sûr que l'IA ait encore cette, fonctionnalité-là. Je pense qu'elle l'aura, concrètement, c'est sûr qu'elle l'aura, Mmh. mais toujours avoir cette «expertise», entre guillemets, expertise, regard humain, en fait, de se dire, qu'il y a des choses que les données, les IA ne voient pas et que, l'outil vidéo nous permet de le voir. Voilà, ça va évoluer, mais pas oublier non plus, les fondamentaux. Pour moi, c'est OK. important. Bah, là, on a terminé, on va passer sur le mini quiz. Ah, mini quiz, Ouais. allez, c'est parti. Hem, prépa mentale ou prépa physique? Prépa physique. OK. Saut long bah, on l'a déjà posé, mais du coup, saut en longueur ou triple? On est d'accord que je dois choisir une seule chose à la fois. Ouais, Je peux pas, esquiver, les 2 non? ouais, Bon, c'est dur. Je suis triple sauteur de base, donc triple saut. OK. Entraînement le matin ou le soir? Entraînement, ah ouais. Alors moi, je peux que travailler le soir, mais je pense que le matin a beaucoup de donc entraînement le soir, mais je pense s'entraîner le matin, ça a quand même beaucoup d'effets, positifs. Et du coup, vidéo d'analyse ou ton œil de coach? Œil de coach, Progression régulière ou gros déclic? progression régulière.
OK. Du coup, là, je vais donner, 2-3 situations et tu me dis comment tu réagis. Oh, OK, ça marche. On est au bof. Heu, du coup, un athlète arrive à l'entraînement totalement démotivé, qu'est-ce que tu fais? Hem, alors s'il arrive à l'entraînement totalement démotivé, je lui annonce la séance, déjà. Je vois si ça le démotive encore plus et en vrai, on est humain, hein, donc s'il est totalement démotivé et que je vois que ça fonctionnera pas aujourd'hui, Mmh. bah, vas-y, c'est pas ton jour, rentre à la maison, en fait. Par OK. contre, je vais lui donner un truc à faire à la maison, forcément. Ton athlète bat son record dès son premier saut. Quelle consigne tu lui donnes? Que c'est le jour J, le jour dont on parlait Ouais, là. Tu as les jambes, tu as vu, tu es en forme, tu es bien et souvent quand ton athlète il bat son record à un premier saut, il y en a peut-être un ou 2 qui arrivent par la suite. OK. C'est toujours ça. Moi, c'est souvent ce qui s'est passé. Donc tu parlais de gros déclic. Ouais. Je trouve qu'on peut pas, seulement se baser sur des gros déclics donc i quand il y a le gros déclic et bah, faut en profiter. C'est-à-dire que tu es bien et c'est bien. Donc les consignes, c'est on continue, on maintient le cap et au contraire, on se relâche surtout pas parce que là, on peut grappiller encore des centimètres. OK. Tu il y a tu t'entraînes en coach pardon, en athlète depuis 5 ans et un mois avant les championnats de France, il veut tout changer. Que fais-tu? Bah non, parce que, on va pas réapprendre à sauter, on va pas réapprendre à courir, à combien? Une semaine, 2 semaines des championnats de France. Il veut tout changer, alors bah, j'en discute, mais qu'est-ce que tu veux changer? Qu'est-ce qu'il y a à changer réellement? Non, on change pas, on change pas. Si tu veux changer, change, mais dans ce cas-là, je serais pas je me dédouane de ce qui va se passer au championnat de France, tu vois? OK et du coup, dernière question, il mord 2 fois, 2 Mmh. sauts. Que fais-tu? Ah ça arrive tout le temps. Ça c'est, en triple saut et en longueur, sur les sauts horizontaux de manière générale, c'est Mmh. souvent 3+3. Tu as 3 sauts, Ouais et si au bout des 3 sauts, tu es dans les 8 meilleurs, tu en as 3 sauts en plus. Donc nous, notre objectif en tant qu'entraîneur, c'est, bah, qu'il y ait une bonne performance dans les 3 sauts, 3 premiers sauts, mais c'est souvent aussi d'avoir les 3 sauts en plus. mmh, Donc si je sais que c'est inatteignable, les 8 meilleurs sont pas atteignables, bah, forcément on recule. Dans tous les cas, moi, dernier essai, je recule toujours un demi de OK, sécurité parce qu'on sait qu'on a des jambes, on veut toujours en mettre plus. Voilà, on veut toujours faire le mec de se dire: «Allez, je vais en mettre plus», voilà, donc toujours reculer un demi ou un pied sur le dernier essai et si là, on sait qu'il y a une qualification, on est au championnat de France, par exemple, mmh, sur un 3+3 en qualif, bah, là, on recule, hein. OK, On recule et ne jamais donner sur un championnat, ne jamais donner plus de 2 consignes. Tu arrives, l'athlète arrive, tu lui dis: «Il faut changer ça, ça, ça», non. Donc tu arrives, l'athlète, tu lui dis: «On recule de pied, on fait la même chose et peut-être à la rigueur, on rythme davantage à l'approche planche ou voilà». Mais si c'est compliqué et qu'on est venu pour vraiment un podium, là, faut vraiment se dire, on recule de 2 pieds. Mais si on vient sur un podium, généralement, tu recules de 2 pieds, ouais, tu le fais passer. Au pire des cas, il saute 30 centimètres de moins ou 50 centimètres de moins et il y va en finale, c'est pas un problème. OK. Bah, merci à toi, hein. Bah, merci On à a vous. terminé. Merci de m'avoir invité.